Du coup, bienvenue encore à tous, à ceux qui viennent d'arriver. Ce soir, c'est un petit webinaire. Voilà, le but, c'est de partager surtout des astuces et des choses concrètes. D'accord? Bonsoir. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite partie où je vais vous expliquer rapidement ce que c'est le système nerveux et comment ça marche. Ah, il faut couper vos micros. Je vais le faire. Alors, coupe vos micros pour pas que ça fasse trop de bruit pour tout le monde en même temps, d'accord? Mais vous pouvez toujours écrire dans la barre de discussion si vous avez besoin. Voilà. Donc voilà, donc comme je disais, on va faire juste une petite partie présentation du système nerveux pour savoir à quoi ça sert, pourquoi ça nous intéresse, mais ensuite on va surtout passer du temps à faire quelque chose de concret et à voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ça, d'accord? Alors, est-ce que ça marche si je fais ça? Voilà. Donc, c'est ce que je vous disais, on fait une petite découverte rapide. On va faire une petite expérience parce que rien de tel que de le vivre soi-même pour voir à quoi ça sert, comment ça marche et ce que ça nous fait. Et ensuite, je vous partage mes astuces et ce que vous pouvez mettre en place au quotidien pour stimuler, du coup, vous allez voir votre nerf vague et surtout améliorer votre santé mentale notamment. D'accord? Alors, le système nerveux, du coup, c'est, comme vous le voyez là, du coup, vous, normalement, vous avez toute l'image. Comme vous le voyez là, c'est un système qui va de notre cerveau à notre corps, qui est vraiment relié et qui va, pour faire simple, il va interagir et il va commander, permettre de stimuler, de calmer, etc., pratiquement toutes les cellules de notre corps et tous les systèmes, d'accord? Donc ça va être lié à notre cœur, à nos poumons, à notre perception, à nos sensations. La sensation, c'est par exemple ce que je vais toucher. Est-ce que là, je sens que je touche quelque chose de dur? Est-ce que je sens que c'est chaud? Est-ce que je sens que ça pique? Et la perception, c'est je vais focaliser un petit peu sur mes sensations. Pour choisir un petit peu de mettre la lumière sur une partie de mon corps, par exemple, là, je vais aller chercher, par exemple, tiens, j'ai des sensations en général, mais si je me concentre sur ma perception de qu'est-ce que je ressens là, par exemple, sous mes pieds, est-ce que c'est chaud? Est-ce que j'ai des chaussures? Est-ce que c'est l'air? Là, je vais me focaliser sur ma perception, donc ce que je vais ressentir et par rapport à ça. Ça va aussi jouer sur nos émotions. Notre système nerveux il va aussi jouer sur notamment des neuromodulateurs, on appelle ça, neurotransmetteurs, qui vont aller nous donner de la dopamine, de la sérotonine, de l'adrénaline. J'imagine que vous savez ce que c'est à peu près. Et qui vont faire que du coup, on va se sentir stressé, on va se sentir détendu, on va se sentir amoureux et toutes les sensations, toutes les émotions qu'on pourrait avoir. Ça va aussi jouer sur nos actions, les actions délibérées. J'ai envie de faire quelque chose ou j'ai envie de m'arrêter de faire quelque chose. Et puis les actions qui sont spontanées, qu'on va dire réflexives. Je ne sais pas si ça se dit en français, en anglais c'est ça le mot. Mais ça veut dire en fait, par exemple, le fait que quand vous êtes en train de marcher, vous n'êtes pas en train de réfléchir au fait que vous êtes en train de marcher. Vous allez marcher simplement sans y penser. Quand vous respirez, vous n'allez pas vous focaliser pour respirer. C'est en général réflexif. Vous allez juste le faire par habitude en pilote automatique. Mais vous pouvez aussi décider de vous arrêter et de respirer d'une autre manière que vous avez choisie. D'accord? Ensuite, on a du coup les pensées, les comportements. Parce que de la même manière, souvent, on le perçoit assez facilement que nos pensées, nos comportements, elles sont délibérées. On va savoir qu'on pense à ça, etc. Mais en fait, on a aussi toutes sortes de pensées et de comportements qui ne le sont pas et qui vont aussi être en lien avec notre système nerveux. Ça veut dire, on va en parler un peu plus après, mais du coup, ce qu'on va avoir tendance à penser, mine de rien, souvent, si vous avez travaillé avec moi, vous le savez, pour mes patients, souvent ça vient de ce qu'on a internalisé, ce dont on se souvient, ce qu'on a appris quand on était enfant. Et du coup, on va se mettre à penser quelque chose comme ça en pensant que ça nous est venu et que c'est probablement nous qui avons créé cette pensée spontanément comme ça, délibérément. En réalité, c'est des choses qui nous viennent de notre passé. Et du coup, on va avoir des pensées, des comportements qu'on va faire. Si vous avez des enfants, que vous avez déjà, vous êtes entendu dire des choses à vos enfants, alors que vous ne vouliez pas dire ça, mais ça vous est venu tout seul, c'était quelque chose que vos parents vous disaient, c'est exactement ce système-là qui est en place. D'accord? Et donc, comme je l'ai dit, ça interagit avec tous les systèmes, d'accord? Donc, on pourrait faire des tonnes de conférences à propos de chaque détail du système nerveux, tellement il y a de choses à savoir et tellement c'est intéressant, mais ce n'est pas vraiment notre sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, on va surtout s'intéresser à comment notre système nerveux nous fait gérer notre stress,
comment il nous permet d'interagir avec les autres, de jouer sur notre anxiété, la dépression, les relations qu'on a, les sensations, est-ce qu'on se sent menacé par quelqu'un, est-ce qu'on a l'impression qu'on est en sécurité, que ça se passe bien. Et du coup, ça va nous permettre aussi, vous allez voir, de travailler sur notre confiance en nous et sur comment faire pour réparer les traumatismes aussi, les choses qu'on a vécues, qui nous ont blessés, qui sont encore difficiles pour nous aujourd'hui, ou qui vont générer notamment des pensées ou des comportements dont on ne veut plus. Les bénéfices du coup, alors je vais essayer de changer ça, je ne sais pas si je peux. Est-ce que là, vous voyez tous Sarah en image, ou est-ce que vous voyez, ou est-ce que vous me voyez moi? C'est juste pour savoir, vous pouvez mettre dans la discussion ce que vous voyez. Ok, c'est bon, donc ça marche. Parce que moi, je voyais que Sarah, je ne savais pas si vous aviez que Sarah ou si vous me voyez. Ok, donc c'est bon. Du coup, les bénéfices pour la santé physique et mentale. Forcément, puisque ça agit avec tous les systèmes, ce n'est pas séparé en réalité. On ne peut pas être en bonne santé physique et complètement pas en bonne santé mentale parce que ça va interagir l'un sur l'autre. D'accord? Et on va voir après que vraiment, il y a plein de petits... non, c'est rien, Farah, c'est bon, tout va bien. Que du coup, il y a plein d'interactions permanentes en fait, entre notre corps et notre esprit qui font que du coup, on va avoir les bénéfices pour les deux en même temps. Donc, réguler son système nerveux, ça va nous aider notamment à améliorer nos performances physiques et cognitives. Ça veut dire que quand on a un système nerveux dérégulé, on va aussi dépenser beaucoup d'énergie pour être dans ce mode-là, avoir moins d'énergie disponible pour nos performances. Je sais qu'il y a des sportifs ici ce soir, au moins un. Bonsoir, c'est rien pour le retard. On vient juste de commencer, tout va bien. Je fais juste un petit point sur, en général, à quoi ça sert le système nerveux et pourquoi ça nous intéresse aujourd'hui. Et puis, vous allez voir, vous allez vite rattraper. Du coup, ça va nous servir. Donc, quand on est stressé, quand on n'est pas bien, quand on a vraiment un problème que notre système nerveux n'est pas régulé, on va du coup manquer nos performances, on va se fatiguer, on va avoir de la fatigue chronique, du brouillard mental, des choses comme ça. Ça peut jouer sur notre mémoire aussi, sur notre capacité à nous concentrer. Si on améliore ça, ça va aussi jouer sur notre empathie et notre intelligence relationnelle parce que vous allez voir après, selon le mode dans lequel on est au niveau de notre système nerveux, on va avoir tendance à aller vers les autres, à avoir facilement de l'empathie, à être disponible, à être patient, ou on va au contraire avoir l'impression de se sentir menacé, avoir envie de se refermer, de ne pas être avec les autres. D'accord ? Ça va nous aider à gérer nos émotions. Vous avez tous déjà vécu ça, j'imagine. Vous gérez vos émotions parfaitement quand vous êtes très reposé, tranquille, que vous n'êtes pas stressé, et c'est beaucoup plus difficile de gérer la même émotion quand vous êtes fatigué, stressé, que vous êtes malade, qu'il y a quelque chose comme ça qui ne va pas, d'accord ? La récupération physique et mentale, alors pardon, je vais admettre, je pense que c'est Lucie. Ça va nous permettre du coup de récupérer parce que, vous allez voir, on va avoir différents modes et le mode du système nerveux quand il est activé, quand il est en mode survie, pour fuir ou combattre, en fait, c'est un mode où on est prêt à l'action, mais ce n'est pas un mode où on peut récupérer, se reposer. On a besoin de l'alternance des deux pour être en bonne santé, d'accord ? On ne veut pas tout le temps être trop stimulé, on ne veut pas tout le temps être sous-stimulé, d'accord ? On a besoin de cet équilibre-là, de cette petite danse entre les deux pour se sentir bien dans notre corps et se sentir bien aussi dans notre tête, dans nos émotions, dans nos relations. Et c'est ça aussi, vous allez voir pourquoi après, c'est ça aussi qui va nous permettre du coup de développer de la joie, d'avoir une sensation de plaisir, d'être joyeux, d'être heureux, de pouvoir accéder aussi à avoir envie de jouer, de s'amuser, cette sensation un petit peu de légèreté qu'on a quand on est bien et qu'en fait on se sent en sécurité. D'accord ? Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions là ou pour l'instant c'est bon? Vous pouvez, j'ai bloqué vos micros, mais par contre vous pouvez tous m'écrire dans le petit fil de discussion. Ok. Alors, ok, super. Alors, on va faire un petit test pour voir un peu comment on se sent, d'accord, et voir ce que ça nous fait et comment on peut agir sur notre système nerveux là, maintenant, en quelques minutes et tester un peu la différence, d'accord? Je voudrais que vous preniez un moment, vous avez vu, je vous ai mis l'image de quelqu'un qui a fermé les yeux. Je voudrais que vous preniez un moment pour fermer vos yeux, souffler un petit coup et puis sentir un peu comment vous vous sentez. Est-ce que vous avez mal aux épaules? Est-ce que vous avez la mâchoire un peu serrée? Est-ce que vous êtes bien détendu, tranquille? Est-ce que vous êtes confortablement installé? Est-ce qu'en fait vous êtes sur une chaise de bureau pas terrible et que ça vous donne des tensions? Est-ce que vous avez chaud? Est-ce que vous avez froid?
comment vous vous sentez dans votre corps et dans votre tête. Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe? Est-ce que vous avez hâte de savoir ce qui va se passer? Est-ce que ça génère de la tension? D'accord? Faites un petit check pour vous-même et ensuite, si vous voulez bien, écrivez-nous dans la discussion pour qu'on puisse voir un peu où vous en êtes maintenant. D'accord? Ça nous servira pour après. Détendu, ok, oui, après le sport, super. Incapable d'identifier mes émotions, beaucoup de tristesse, ben oui. Fatiguée, enrhumée, le moral ça va pas mal. Stressée, anxieuse. D'accord, moi aussi je suis un peu stressée, il y a du monde, il va falloir que je parle bien, il faut que vous ayez un bon feeling avec ce qui va se passer et que ça vous apporte quelque chose, donc je sens que je suis un peu tendue, j'ai mon cœur qui bat un peu plus vite, je suis un petit peu plus alerte. J'arrive du yoga, tout va bien, super. Interrogation de la suite, détendue. Tendu au niveau de la nuque. D'accord. Plexus solaire et gorge nouée. Un peu tendu au niveau de la poitrine et des épaules, froid. Speed, j'arrivais pas à accéder à la réunion, ouais, c'était frustrant du coup. J'ai mal au dos, des frissons, stressée par rapport à des questions dans ma tête. Juste pour répondre, vous aurez, là j'enregistre, du coup vous aurez le replay pour ceux qui veulent, ceux qui ont loupé le début, vous pourrez rattraper, vous verrez. De toute façon, la plus grande partie, elle arrive juste après ça. Mal au dos, des frissons, stressée par rapport à des questions dans ma tête. On voit bien le lien. Est-ce que si ça va pas dans notre tête, ça nous stresse dans notre corps et inversement? Ouais. D'accord. Ok, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous avez tous fait votre check? Sinon, vous pouvez nous écrire fatigué, détendu, tension dans les épaules, fatigué, enrhumé, quelques crispations dans la mâchoire. D'accord. Ok. D'accord. Donc, vous avez vu, on a des sensations mentales. Est-ce que je pense à des choses angoissantes? Est-ce que je suis stressée de ce qui vient de se passer ou de ce que je n'ai pas réussi à faire? Et puis, on le sent dans notre corps. On a des tensions, on a notre cœur qui va plus vite. On sent qu'il y a un petit peu les deux en même temps, d'accord? Maintenant, du coup, on va essayer juste de faire une respiration. Ok? Donc là, je vous encourage à essayer de faire avec moi. On va faire différentes techniques. Alors, je viens de trouver le clavier. Ça va, je sors d'un week-end malade. D'accord, super. Bon, ben non. C'est l'automne, là, qui rend malade. Ouais. Alors, je vous propose qu'on fasse un test, ok? Prenez votre temps. On va essayer quelques techniques différentes, si vous voulez bien, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous avez envie d'arrêter à n'importe quel moment, évidemment, vous vous arrêtez. C'est juste un test que je vous propose parce que je pense que ce sera plus efficace que de vous expliquer tout ça, d'essayer de le faire, d'accord? Alors, on va commencer. Alors, elle met ses mains comme ça. Moi, j'aime bien faire ça, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Ça peut vous aider pour vous concentrer sur vos sensations. On va inspirer un coup, et ensuite on va expirer comme si on expirait dans une paille. On va expirer tout doucement, d'accord? On y va. Faites-le à votre rythme, évidemment. D'accord? On va réessayer encore, on fait un inspire, et le but, c'est surtout d'expirer le plus longtemps possible, d'accord? On veut que l'inspiration, elle soit pas trop longue, et que l'expiration, elle soit la plus longue possible, d'accord? On veut qu'il y ait une grande différence entre le temps qu'on a mis à inspirer et le temps qu'on va mettre à expirer. Ok? On réessaye. On peut faire une troisième fois. Ok. Maintenant, si vous avez fini de faire les 3 à votre rythme, je voudrais que vous essayiez encore quelque chose d'autre, d'accord? C'est une autre technique de respiration. Certains ici vont reconnaître si je leur ai déjà appris en séance, d'accord? On va inspirer une fois sans forcer, d'accord? On n'essaye pas d'inspirer trop, on inspire normalement, comme on aurait inspiré d'habitude. On inspire sans forcer, et après on va réinspirer un peu plus, ou là, on va forcer, on va faire une inspiration supplémentaire, mais on ne va pas expirer entre les deux, d'accord? Et ensuite, on va expirer, et on peut expirer
comme ça nous vient, d'accord? Donc, je vous montre comment ça fait. D'accord? N'hésitez pas à faire le mouvement avec vos épaules en même temps. On y va. Une inspiration normale. On bloque, on n'expire pas. On réinspire un coup et on relâche tout, d'accord? Ok. Maintenant, vous pouvez choisir entre les deux, laquelle vous voulez refaire. Est-ce que vous voulez refaire la première inspiration avec l'expiration longue? Est-ce que vous préférez ce qu'on appelle le soupir physiologique, la deuxième respiration qu'on a fait? La première, l'oral préfère la première. Ok. Pareil, la première. La première. Ok, donc ça veut dire que là, on a deux techniques qui, normalement, vont vous donner un effet de vous détendre, mais voilà, moi la deuxième, la première, la deuxième est plus apaisante, la première, la deuxième. Jamais comme les autres. D'accord. Du coup, ça veut dire que même si, en principe, il y a toutes sortes de manières de réguler votre système nerveux, il y en a qui marchent mieux pour vous, d'accord? Et c'est important de tester et d'aller voir qu'est-ce qui marche mieux pour moi ou qu'est-ce qui marche mieux pour moi là maintenant, d'accord? Là maintenant, j'ai peu de temps, ce qui marche, c'est de faire ça. Là maintenant, je suis dehors, ce qui va marcher, ça va être de bouger, par exemple. Là, je suis triste, je vais plutôt écouter de la musique. Là, j'ai un entretien dans 2 minutes, il faut vraiment que je fasse des respirations avant de commencer. Je vais faire la deuxième, par exemple. D'accord? Et vous verrez, il y en a plein d'autres en plus. OK? La première, la deuxième. Quel est le nom de la deuxième? Le soupir physiologique. En fait, on appelle ça, c'est physiologique parce que si vous avez déjà entendu un bébé pleurer, vous savez qu'il fait ça. Et en fait, on a découvert que c'était la manière la plus rapide de basculer en système nerveux parasympathique. Ça veut dire, en gros, un système nerveux qui nous détend. D'accord? Julien m'a initié la seconde sous tes conseils, super, mais la première aussi, suivant les situations. Voilà, c'est ça, exactement. En fonction des situations, vous allez tester et vous allez voir, d'accord? Ce qui marche le mieux pour vous, et ce qui marche aujourd'hui, peut-être que demain, ce sera la deuxième qui sera plus sympa, d'accord? C'est à vous de tester, ok? Et donc, le soupir physiologique, c'est ça, c'est donc un moyen de passer très très vite, apparemment, d'après les études qui ont été faites, c'est la manière la plus rapide de passer d'un système nerveux activé, on va dire, pour faire simple, on va appeler sympathique, même si en fait, c'est pas vraiment sympathique, à un système nerveux parasympathique où on se détend. On passe du mode fuir ou combattre au mode je me détends, je me repose. D'accord? Moi, j'aime bien cette technique, je la trouve super accessible et bien efficace. Ok. Maintenant, j'aimerais bien qu'on fasse juste une autre petite chose, d'accord? Si vous voulez bien. Vous allez vous mettre dans votre fauteuil ou dans votre canapé ou peu importe où vous êtes. Et vous allez juste passer un petit peu de temps à regarder autour de vous, d'accord? Vous regardez autour de vous et sans réfléchir, sans juger, sans penser, vous allez juste regarder et puis poser votre regard sur ce qui vous intéresse et laissez votre regard sur ce qui vous plaît le plus, ce qui est le plus agréable à regarder pour vous maintenant. Tranquillement, sans attendre quoi que ce soit d'autre que de juste être là et de regarder ça. Et de voir ce qui est plus agréable, ce qui est moins agréable. Vous avez un peu plus envie de passer du temps à regarder ça, vous vous arrêtez. Et puis vous pouvez bouger et regarder autre chose. Ok. Maintenant, j'aimerais bien que vous m'écriviez dans la discussion comment vous vous sentez maintenant par rapport à tout à l'heure. Est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'il y a des choses qui restent? Est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça vous a fait quelque chose dans votre corps? Est-ce que ça a agi sur vos pensées?
À quoi ça a servi? Est-ce que ça a fait une différence? Quand vous rescannez maintenant la façon dont vous vous sentez, comment vous vous sentez? Ça m'a fait sourire. Pareil que tout à l'heure. Détendu et moins speed, mais mal au dos. Plus apaisé d'avoir pris ce temps. Détendu, bien. Plus légère, plus présente. Mon regard s'est posé sur la flamme de ma bougie et le mouvement de celle-ci m'a apaisé. Ah oui, il n'y a rien de tel, regardez du feu. Plus détendu, une narine débouchée, super. Je ressens encore un peu de stress, en même temps je sens la plénitude arriver. N'hésitez pas à continuer, si ça vous fait du bien, à respirer tranquillement. L'idée avec la respiration, c'est que quand on inspire, on va activer notre système nerveux qui est sympathique, l'action, d'accord? Et quand on va expirer, on va activer le parasympathique, celui qui nous détend. Et donc, dès que vous faites une, sans réfléchir, dès que vous expirez plus longtemps que vous inspirez, vous vous relaxez. Donc, vous pouvez même continuer juste à être attentif à vos respirations, expirer un peu plus longtemps pour prolonger. Ça m'a fait sourire, plaisir, remonter dans des souvenirs. Toujours un peu stressée. Ça me reconnecte avec moi-même. Et là, on revient. Sensation de chaleur sur les perceptions. Là, je sens que je suis détendue. Là, je sens que je suis en sécurité. Je sens que je suis dans mon corps. Ça va mieux. Ok, alors je vais juste changer. Donc, je coupe, pour les nouveaux, je coupe votre micro, mais vous pouvez toujours m'écrire dans la discussion, d'accord? Je fais ça pour qu'il n'y ait pas trop de bruit pour tout le monde. Mais c'est toujours possible d'écrire. Ok. Maintenant, si ça vous dit, on va essayer une autre chose. D'accord? Alors, le nerf vague, du coup, je vous ai dit, il est connecté avec plein d'endroits dans notre corps. Il est connecté avec du coup, nos principaux organes, le cœur, les poumons, le foie, etc. Et il va avoir plein de petites ramifications partout, ce qui va faire qu'on va pouvoir agir dessus. Pour ceux qui ont travaillé avec moi en EFT, quand on fait de l'EFT, ça va stimuler ça aussi. D'accord? L'idée, c'est qu'on peut masser certains points. Et en fait, ça va stimuler du coup notre nerf vague. Et donc, ça va, en gros, alors, je passe vraiment dans les détails. Rappelez-vous que tout ça, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais j'essaye de simplifier parce que finalement, c'est pas très important d'avoir tous les détails scientifiques aujourd'hui. L'important, c'est de savoir concrètement qu'est-ce qu'on fait à la maison, d'accord? Donc, en gros, pour simplifier, quand on va masser ces points-là, ça va nous permettre de stimuler notre nerf vague et du coup de stimuler le parasympathique, le moment où on se calme, d'accord? Donc, peut-être un peu plus calme, sensation agréable. Mon fils écoute aussi, super, oui. Alors, les enfants, vous pouvez le faire aussi. Faites-le avec vos enfants, faites-le devant vos enfants si vous en avez, pour leur montrer, il n'y a rien de tel. Les enfants, ils ne font pas ce qu'on leur dit de faire la plupart du temps, ils font ce qu'on fait. Il n'y a rien de tel pour apprendre un enfant à réguler ses émotions que de voir un adulte qui sait réguler ses émotions. N'hésitez pas. J'ai même hésité à refaire un webinaire spécial enfant, mais si ça vous dit, vous me mettrez un message et puis on verra pour le faire ou pas. D'accord? Alors, ouais. Alors, je vois spécial enfant carrément, oui. Je suis très emballée par ce webinaire, d'accord. Ok. Ok. N'hésitez pas à écrire, du coup, si vous avez quelque chose à dire. Peut-être Lucille, notamment, si vous voulez. Ouais. Ok. C'est pour ça que vous avez levé la main, d'accord. Ok. Est-ce normal d'avoir la flemme de faire l'exercice, même s'il nous a fait du bien? Très bonne question. Alors, on va le voir après, mais en fait, le système nerveux sympathique, il nous aide à nous protéger, d'accord? Si j'ai appris que j'étais protégée que quand j'étais en système nerveux sympathique, si j'ai appris parce que j'ai grandi, par exemple, dans un moment où j'ai été beaucoup sollicitée par des stimulations stressantes, ça peut être juste le stress du quotidien, je vivais dans un environnement chaotique, etc. Mais la plupart du temps, c'est aussi stressant parce que je n'avais pas d'adulte rassurant autour de moi pour me sentir aimée, accompagnée, etc. dans mes émotions. Peu importe ce qui nous est arrivé, si on a appris à être plus souvent en mode fuir ou combattre pour se protéger, et qu'on n'apprend pas, qu'on n'a pas appris à réguler nos émotions, en d'autres termes, qu'on n'a pas appris à notre cerveau qu'on pouvait être en sécurité quand on était en parasympathique, qu'on pouvait s'autoriser à être dans ce mode-là parce que le danger, il était passé, parce qu'aujourd'hui, on ne craint plus rien. D'accord? Dans notre cerveau, il va nous envoyer de la résistance mentale
pour nous dire « moi, j'ai pas envie de faire ça parce que c'est dangereux ». Quand on est tout le temps activé, qu'on est tout le temps stressé, on est en train de se protéger. Quand tu es en train de me dire de passer en parasympathique, de me calmer, et ben moi, je suis plus protégée. Je ne sais pas comment je fais. J'ai plus de mécanisme pour me mettre en sécurité et je ne suis pas encore convaincue que je suis en sécurité parce que jusqu'ici, je ne savais pas comment faire. Et jusqu'ici, je n'ai pas appris à me sentir en sécurité. D'accord ? Et donc, c'est pour ça que souvent, on va résister à des choses comme ça parce que d'abord, il faut apprendre à se sentir en sécurité. Une des manières de le faire, c'est de se forcer un petit peu. Tout ce qui va générer un peu de résistance, ça montre qu'en fait, dans notre cerveau, on est en train de créer un nouveau chemin cérébral, une nouvelle connexion cérébrale vers un nouveau comportement, un nouveau schéma de pensée, etc., etc. Dès qu'on veut transformer ça, dès qu'on veut changer, il faut qu'on travaille là-dessus. Il faut qu'on accepte que ce soit inconfortable de faire ça. On peut faire un petit exercice, si vous voulez, sur ça. Croisez vos bras, si vous voulez, dans le sens que vous voulez. Vous mettez n'importe lequel au-dessus, en dessous. OK ? J'ai du boulot. Mais on a tous du boulot, c'est normal, d'accord? On a tous des choses qui font qu'on est stressé et des triggers, vous voyez, je vais en reparler après, mais des choses qui font qu'on va repérer du danger, même quand il n'y en a pas à des endroits, parce que avant, pour nous, c'était un danger, d'accord? Et du coup, ça va faire qu'on va être stressé et que c'est difficile, d'accord? Pour nous tous, on a de la résistance mentale à des moments, on a des triggers, on a du travail à faire, mais il n'y a rien d'insurmontable parce que notre cerveau, il est plastique et que du coup, on peut changer ça, on peut changer ces connexions-là. D'accord? Donc j'espère que vous avez tous croisé vos bras comme moi depuis tout à l'heure. Voilà, vous êtes bien installés avec vos bras croisés dans le sens que vous voulez. Maintenant, croisez dans l'autre sens. D'accord? Mettez l'autre bras au-dessus. Si c'était celui-là au-dessus, celui-là au-dessus, vous changez. D'accord? Changez et ensuite, écrivez-moi si vous préfériez la première position ou la deuxième. Première, 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 première. Premier, je suis déstabilisée d'avoir changé. Première, exactement. C'est pour ça que je vous ai fait faire l'exercice. Alors, en réalité, la première, il paraît que l'on va toujours vers le mieux en premier. Ça, c'est intéressant. Je ne sais pas si on va vers le mieux en premier, parce que des fois, on a des comportements automatiques vers des comportements qui ne sont pas très bons pour nous. Mais j'ai eu du mal à changer. C'est exactement ça. C'est pour ça que je vous ai fait faire le test. D'accord ? En fait, j'ai dû réfléchir avant de changer. Ouais. Je voulais parler des positions physiques. D'accord, oui. Eh bien, en fait, c'est pas si différent. Et alors oui, du coup, moi, je me doutais bien que vous alliez tous choisir la première. Pas parce qu'il y a un sens qui est mieux que l'autre et que vous avez choisi le bon. Pas non plus, à mon avis, parce que vous avez spontanément la meilleure, parce qu'il y en a une de meilleure. A priori, elles sont toutes les deux pareilles au niveau physiologique, elles vous donnent le même résultat. Par contre, ce qu'il y a de différent, c'est que dans la première, vous vous étiez installé dans une position et que dans la deuxième, vous avez dû changer. Et notre cerveau, il déteste le changement. Il déteste changer, il déteste la nouveauté parce que c'est pas rassurant. Dès qu'on connaît quelque chose, notre cerveau, il essaye de s'y accrocher, de dire on va rester sur ça. On connaît, on a déjà préparé ça, et du coup, il suffit juste qu'on refasse la même chose, d'accord? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va faire que ça va nous empêcher en général, ça va nous empêcher en fait de changer spontanément. C'est exactement le même mécanisme quand vous voulez prendre des bonnes résolutions au mois de janvier. Vous êtes super motivé, vous vous dites que vraiment là, c'est sûr, vous allez faire ça. Et en réalité, vous ne les tenez pas. Et vous ne les tenez pas parce que vous n'êtes pas digne de confiance, pas parce que vous êtes fainéant, mais vous ne les tenez pas parce que c'est trop nouveau, c'est trop de nouveautés et votre cerveau, il a peur de toutes ces choses nouvelles auxquelles il n'est pas habitué. Et du coup, il va balancer de la résistance mentale, il va vous empêcher de le faire. Vous n'allez pas avoir l'impression que ça vous empêche de le faire, mais vous allez vous dire que vous avez la flemme, que finalement, il y a autre chose de plus important. Tout d'un coup, vous n'avez pas le temps. Il y a ceci qui devient une super priorité alors que vous ne l'avez pas fait depuis 3 semaines et que ça ne posait pas de problème. Mais maintenant, là, tout de suite, il faut le faire pour vous éviter de faire cette nouvelle chose. Finalement, c'est pas pour vous, finalement, c'est pas si important. Vous allez vous raconter des choses comme ça. À ce moment-là, c'est des pensées de résistance mentale qui viennent vous dire non, ne change pas, reste dans le pilote automatique, dans ce qu'on a l'habitude de faire, parce que c'est tellement plus confortable, ça nous économise de l'énergie, ça nous protégerait plus de faire ça. Le problème, c'est que la plupart du temps, les mécanismes qu'on a automatiques, ils ne sont pas adaptés à ce dont on a besoin maintenant. Et que du coup, ça nous empêche de pouvoir vraiment avancer et de pouvoir vraiment transformer des choses qui sont importantes dans notre vie. Par exemple, parce qu'on se protège trop, par exemple, parce que, comme on a dit tout à l'heure, c'est dur d'apprendre à se sentir en sécurité en faisant des techniques comme ça, et que du coup, ça nous fait de la fatigue chronique, du stress chronique, et du coup, tout ce qui est associé à ça, d'accord ?
Donc, c'est vraiment un mécanisme naturel des humains d'avoir du mal à changer, parce que littéralement, ça va créer une sorte de friction dans notre cerveau entre les deux zones, pour dire, bah, est-ce qu'on continue ce qu'on a fait d'habitude parce qu'on connaît, c'est plus confortable, on sait qui on est là-dedans, ou est-ce qu'on doit faire autre chose? Est-ce que c'est comme mettre un terme à une relation? Ça peut faire partie des raisons pour lesquelles c'est dur de mettre un terme à une relation. Mettre un terme à une relation, ça va être alors, faire le deuil d'une relation, en tout cas, ça va aller chercher d'autres zones de notre cerveau, notamment les zones qui vont faire qu'on va, en fait, chercher cette personne à un endroit psychologique où elle est plus. Et ça, c'est ça qui va générer la souffrance de la séparation. Je ne sais pas si c'était vraiment ça votre question, Luna, du coup. Mais en tout cas, ça peut être une des raisons pour lesquelles on reste ensemble, des fois, parce que c'est plus confortable, parce qu'on a l'habitude, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui nous attend d'autres. Et ça peut, du coup, être plus compliqué de changer quand c'est comme ça, même quand on sait que c'est pas bien. Mais la plupart du temps, il y a aussi d'autres raisons inconscientes qui font ça. Exactement ça, d'accord. Avec plaisir. Ok. Du coup, je vous fais essayer encore une dernière chose, et après, on parle de la suite et des astuces à mettre en place dans tous les domaines de votre vie, vous allez voir, d'accord? Donc, là, ce point-là, en fait, cette zone, vous voyez, il y a 2 points, mais en réalité, c'est la même zone qui est connectée au nerf vague. Mais du coup, on peut y accéder avec ces 2 points-là. Donc, je vous propose d'essayer. Coupez votre caméra si vous avez peur d'avoir l'air bête, d'accord? C'est pas grave. Mais essayez de stimuler, vous allez voir, alors il y a le point là, qui est donc dans le creux, là, en dessous de l'oreille. Ok, enfin, en dessous, je sais pas, c'est pas en dessous de l'oreille, mais en dessous de cette petite zone-là, de ce repli, d'accord? Ici. Et l'idée, c'est pas profond. Donc, n'appuyez pas fort. Vous n'avez pas besoin de stimuler très fort. Vous avez besoin de juste faire des petits ronds avec votre doigt et de déplacer un peu la peau, en fait. Vraiment juste en surface, de faire des petits ronds et déplacer comme ça. Ok, vous pouvez faire un côté, le côté que vous voulez, et vous pouvez voir si ça fait une sensation dans votre corps. Est-ce que vous vous mettez à déglutir, à bâiller, respirer plus fort? Est-ce que ça vous détend? Dur avec les ongles. Oui, j'imagine, Farah. C'est vrai que c'est pas un bon endroit pour ça. Peut-être, je sais pas comment vous pouvez faire du coup. Peut-être l'autre est plus facile dans ce cas-là. Essayez l'autre peut-être, mais s'ils sont vraiment longs, ce sera peut-être compliqué aussi. D'accord? Donc vous pouvez essayer de faire un moment, des petits ronds, des mouvements circulaires comme ça. C'est pas parce que vous mettez plus de pression que ça va marcher mieux. D'accord? Donc on cherche pas à aller fort, on cherche pas à aller vite. Ça me donne envie de gratter mon oreille, ben, vous pouvez gratter votre oreille, vous avez le droit. Il n'y a pas de problème. Ok. Après, vous pouvez passer à l'autre oreille et voir ce que ça vous fait. Des fois, il y a je bâille, ouais, c'est quand on se détend, du coup, on active le parasympathique, on va bâiller. Souvent en EFT, on bâille. Des fois, en EFT, souvent les enfants, par exemple, qui font de l'EFT, ils vont vraiment un petit peu s'endormir à moitié. Il y a certains qui sont super réceptifs à ça. Et les adultes aussi, ça les fatigue, ça les fait bâiller. C'est bien, ça travaille. Vous faites l'autre, on voit, est-ce qu'il y en a une qui est différente que l'autre? Est-ce que vous avez plus de sensations d'un côté que de l'autre? Est-ce que ça fait quelque chose dans votre corps, dans votre gorge? Qu'est-ce que vous sentez? Est-ce que ça vous fait rien du tout? Ça ne marche pas pour vous? Et ensuite, vous pouvez tester le point en dessous, d'accord? C'est donc en fait l'entrée de votre oreille, quoi, hein, de votre conduit auditif. Baille aussi, ouais. Moi aussi, quand j'ai envie de bailler, mais je ne sais pas si c'est ça ou si c'est parce que vous me parlez de bailler. D'accord. Du coup, là, c'est pareil, on va juste stimuler comme ça, faire des petits ronds, essayer de voir ce que ça fait. Et puis, essayer l'autre aussi. Pour voir. J'ai pas l'impression qu'il se passe grand-chose. J'ai réussi. J'ai eu la sensation d'une dépression dans ma tête. Bravo pour les ongles. Ok. Ça peut faire plus ou moins d'effet, c'est à vous de voir. Après, en général, on fait assez longtemps pour que que ça agisse un peu plus, mais je pense que pour certains, vous allez déjà sentir un peu quelque chose. Ok. Est-ce que du coup, si vous... Aucun effet, d'accord. Peu de ressenti, c'est moins efficace que la respiration du coup. Deuxième point, dingue le sentiment de plénitude. D'accord, donc celui-là, très stimulant pour toi.
Je baille beaucoup. Ça me met en éveil. Donc moi, ça m'endort un peu. Je me sens un petit peu plus, un peu endormie, un peu plus cool en tout cas, ça c'est sûr. Ça me relaxe. Ok. D'accord. Maintenant, du coup, vous avez essayé plusieurs techniques. Je viens de m'apercevoir que je fais le mouvement rapidement sans m'en rendre compte. J'ai envie de dormir. Amplitude de respiration plus forte comme avant de s'endormir. Mais c'est où? Ok, merci. Du coup, là, on a testé quelques méthodes. Il y en a plein d'autres qui existent, mais on en a testé quelques-unes. Il y a eu la première respiration, la deuxième respiration, le moment où on a pris le temps de juste observer notre environnement tranquillement, et les 2 points dans les oreilles de massage. D'accord? Ça vous donne un peu une idée de ce que ça peut vous faire et aussi avec quoi vous êtes plus à l'aise. Qu'est-ce qui est plus facile à faire? Qu'est-ce qui est plus efficace? Est-ce que vous avez tellement peur d'avoir l'air bête avec votre doigt dans votre oreille que ça vous stresse plutôt que de vous détendre? Qu'est-ce que ça vous fait en général? D'accord? Et ensuite, une fois que vous connaissez vous et que vous connaissez des techniques, ben vous pouvez apprendre à les utiliser au quotidien. D'accord? C'est ça le but. C'est de dire, ben en fait, maintenant, j'ai ces outils-là que je n'avais pas avant, que mes parents peut-être m'ont pas appris avant, et que maintenant, je peux utiliser. Et que je peux aussi montrer à mes enfants. D'accord? Ok. Comment vous vous sentez là? Du coup, si on reprend après tout ce qu'on a fait là, si on reprend la première fois que je vous ai demandé comment vous vous sentiez, tendu, malade, etc. Là, est-ce que vous sentez qu'il y a une différence, oui ou non, dans votre état mental, physique et tout ça? Est-ce que ça vous a fait quelque chose ou pas? Plus détendu, tranquille. Plus détendu, je suis prête à aller au dodo. Ouais, très efficace si vous êtes tendu avant de dormir, hein, faut vraiment pas hésiter. Hein. Je pense plus trop, je sens mon corps plus lourd. C'est ça. C'est un peu comme des fois, je sais pas si vous avez déjà fait des méditations, mais on va avoir l'impression que notre corps, il s'enfonce un peu dans le matelas, on est plus lourd comme ça. On peut faire ça, ouais. Détendu, hyper détendu. Plus fatigué. Ok. Merci de m'avoir partagé tout ça, du coup. Alors, vous êtes plus détendu, du coup, parce que vous êtes passé, probablement, en mode ventral. D'accord? En fait, alors, la théorie polyvagale, c'est en gros une théorie qui a été découverte, du coup, donc, qui est donc pas juste une théorie, hein, c'est prouvé scientifiquement, mais qu'on a appelé comme ça, qui montre que en fait, on a donc ce nerf vague et qu'il va agir de différentes façons. On a différents modes. Et on appelle le mode ventral ou dorsal parce que ça a été en fait développé un peu dans des directions plus vers notre ventre, plus vers notre dos, au niveau nerveux, d'accord? Mais en réalité, on s'en fiche un peu, d'accord? Vous ne vous préoccupez pas avec ça, ça n'a rien à voir avec votre dos ou votre ventre, si ce n'est qu'en mode dorsal, vous allez beaucoup contracter le dos. En mode sympathique, par contre, vous allez beaucoup contracter les muscles du dos. Donc, si vous avez des douleurs chroniques au dos et que ça passe pas juste avec des massages ou avec des choses comme ça, et ben ça peut être que vous êtes beaucoup en mode sympathique et que du coup, vous crispez beaucoup les muscles du dos parce que c'est une des conséquences de cet état-là, quoi. D'accord? Je suis souvent tendue en haut du dos. Oui. Farah me dit ah oui. Comme les sciatiques. Alors les sciatiques c'est pas encore pareil. Parce que du coup, ça peut être un nerf qui est pincé à propos de quelque chose, etc. Mais le fait, en tout cas, d'avoir mal au dos et de sentir que même si vous allez faire un massage, ça ne vous détend pas complètement, vous gardez cette espèce de tension, de rigidité ou des douleurs chroniques à propos de ça, qui font que ça revient vite, vous êtes vite embêté avec votre dos, ça peut venir de là. D'accord? Je ne dis pas que c'est la seule raison d'avoir mal au dos, mais si vous avez tendance à avoir des tensions musculaires dans le dos, ça peut être ça. Je dois être en mode très sympathique. Ouais. C'est totalement ce que j'ai. Ouais. Mm. Bah, c'est probablement ça. Et c'est vous, non, tout à l'heure, qui disiez que c'était difficile
de mettre en place des choses pour vous détendre. Et on avait dit parce que ça vous protège et que du coup, vous êtes probablement beaucoup dans un mode sympathique. Donc ça serait... Oui, c'est ça. L'idée, du coup, c'est ça. Quand on est en mode ventral, on appelle ça, donc on peut appeler ça aussi le système nerveux parasympathique, d'accord? On va dire en gros, on est en mode détente, ok? On est là, on détend, on se détend, on peut digérer, on peut se reposer, on peut se sentir en sécurité, et du coup, on peut avoir on va être engagé dans les liens sociaux, on va avoir envie d'aller vers les autres, on va pouvoir faire preuve d'empathie, de patience, etc. On va avoir envie de s'engager, on va se sentir bien, on va se sentir plutôt joyeux, on va se sentir tranquille, on a envie d'aller vers les autres, on a envie de s'amuser, et on ne se sent pas menacé, on se sent vraiment joyeux, tranquille, d'accord? Ça nous permet, du coup, c'est un état dans lequel on devrait être la plupart du temps, mais pas que, d'accord? On a besoin des autres états pour nous protéger, mais c'est l'état dans lequel qui devrait dominer, en fait, dans notre journée, d'accord? En sachant que c'est pas on-off, ok? Tout ça, je vous ai dit, je fais vraiment super simplifié pour que ce soit accessible et que ce soit pas trop pénible, mais tout ça, c'est en fait entremêlé, et du coup, c'est pas binaire, c'est vraiment un petit mélange de réglages de boutons où du coup on va mettre un peu plus ventral, un peu plus sympathique, un mode dorsal au-dessus du sympathique pour essayer de calmer un petit peu, de récupérer, d'accord? Donc c'est vraiment un peu tout entremêlé, et à des moments de la journée on va être plus ou moins dans un état ou dans un autre, d'accord? Donc, quand on est en mode ventral ou en système nerveux parasympathique, on est détendu, on peut se reposer, digérer, on peut faire en sorte de prospérer, d'accord? Puisqu'on se sent en sécurité. Est-ce que les ballonnements sont liés à ce mode ventral? Alors, c'est pour ça que je vous ai dit, ne vous préoccupez pas du fait que ce soit ventre ou dos, parce que ça n'a pas de rapport directement comme ça. Par contre, il y a toutes sortes de choses qui peuvent donner des ballonnements si on est stressé. Et on va voir après tout ce qui va interagir avec ça. Le mode sympathique, du coup, c'est le système nerveux sympathique, ça on va en parler tout le temps. C'est le mode fuir ou combattre, d'accord? Le système nerveux sympathique, il n'est pas mauvais en soi, d'accord? Ce qui est mauvais, c'est de l'avoir c'est de l'avoir perpétuellement, de l'avoir trop souvent, de l'avoir quand c'est inutile, et de rester dans cet état, dans des états comme ça, de manière prolongée, d'accord? Donc lui, il va nous permettre, c'est ce que vous ressentez quand tout d'un coup vous êtes stressé, vous êtes en voiture et vous risquez d'avoir un accident, il y a quelqu'un qui freine juste devant vous, vous avez cette montée d'adrénaline comme ça, qui va vous dire, ah ben là, il faut appuyer tout de suite sur le frein, il faut s'arrêter vite, et vous avez pu appuyer sur le frein très vite parce que vous avez pu basculer en mode sympathique, d'accord? Donc c'est une bonne chose pour pouvoir se défendre, pour pouvoir s'échapper, pour pouvoir courir très vite si jamais il y a quelqu'un qui vous poursuit. Si vous êtes poursuivi par quelqu'un qui veut vous agresser, ben, vous vous en fichez de digérer ou de vous reposer. Là, le but, c'est de partir, et vous allez pouvoir mobiliser toute votre énergie et partir, d'accord? Le problème, c'est que si vous restez trop là-dedans, de manière trop longue, ou si c'est trop répété, parce que notamment, il y a plein de déclencheurs que vous avez enregistrés qui vont vous mettre dans cet état-là, ou parce que vous ne savez pas comment vous réguler correctement, et bien là, vous allez commencer à avoir toutes sortes d'autres problèmes, notamment être trop tendu, évidemment, être épuisé, et tout ce qu'on connaît de l'effet du stress chronique, d'accord? Irritabilité, problème de sommeil, éventuellement maladie chronique, etc., etc. D'accord? Puisque ça va aussi jouer sur notre système immunitaire. Et le mode dorsal, alors ça, c'est un autre mode, du coup. C'est une fonction du parasympathique, mais qui est poussée un peu à l'extrême, d'accord? Et où là, en fait, ça va nous permettre, en gros, ça nous sert à faire le mort. C'est quand c'est trop fort, d'accord? C'est comme si on disait que quand tout va bien, qu'il n'y a pas de danger, on est en mode ventral. Quand on doit se méfier et agir, on est en mode sympathique. Et quand vraiment on a peur de mourir, il y a vraiment, on est fichu, il y a quelqu'un qui va nous agresser, on ne peut plus rien faire, ben on va se figer. Là, on ne peut plus fuir, on ne peut plus combattre, tout ce qu'on peut faire, c'est s'arrêter, parce que c'est trop violent, c'est trop dur. Et dans ce cas-là, on va être sidéré. Ça va nous arriver, par exemple, si tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient nous dire quelque chose de choquant ou de violent et qu'on ne sait plus quoi répondre. Après, quand vous récupérez votre mode ventral, vous êtes chez vous le soir et vous vous dites « En fait, j'aurais dû dire ça, mais pourquoi j'ai pas répondu ça ?» Parce que vous étiez passé en dorsal, vous vous êtes sidéré, vous saviez plus quoi répondre à ce moment-là, parce que c'était tellement fort ce que vous avez ressenti que vous n'aviez plus de moyen de vous... Pardon, je vais juste faire rentrer. Vous n'avez plus de quoi vous protéger autrement, d'accord? C'est aussi ce qui va se passer dans la dissociation. La dissociation, je ne sais pas si vous voyez tout ce que c'est cette capacité à se fermer et ne plus ressentir ce qu'on ressent, un peu s'échapper au loin dans notre corps pour plus être vraiment là. Et du coup, pour pouvoir en fait, s'épargner la douleur d'un moment. Ça va arriver dans des événements très dramatiques, par exemple, on sait que ça arrive souvent dans les viols ou les agressions physiques très fortes, on a beaucoup de violence, notamment, enfin, voilà, des grandes agressions physiques, d'accord?
Mais en fait, ça peut aussi nous arriver pour des plus petites choses où on va être blessé émotionnellement aussi, on va avoir tendance à se dissocier, on va vivre dans un contexte qui est stressant, on va avoir tendance à se dissocier. Si vous voulez savoir si vous êtes dissocié, une des choses qui est très fréquente chez les personnes qui ont un mécanisme de protection dissociation la plupart du temps, qui est un mode, on va dire, le mode de protection de base qu'on va le plus utiliser, d'accord? Parce qu'en fait, on va tous jongler avec un petit peu tous à des moments. Mais si on est très dissocié, on a souvent très peu de souvenirs de notre enfance, d'accord? Très, très peu de souvenirs, même de l'enfance moyenne, entre guillemets, pas juste bébé, mais après, alors qu'on est censé se souvenir de la primaire, etc., ces moments-là, on a très peu de souvenirs, on a peu de mémoire. Ça, c'est souvent des signes qu'on est dissocié. On va facilement pouvoir se mettre à distance des situations quand ça ne va pas, d'accord? Et la soumission dans le sens vraiment de je ne fais plus rien, j'abandonne tout et puis j'attends qu'on fasse ce qu'il faut faire parce que vraiment dans le sens survie, d'accord? Tout ça, ça nous sert à survivre. C'est des modes, le mode dorsal et sympathique, on les a humainement, ils ont été développés dans notre corps il y a vraiment très longtemps, je crois que c'est, je sais plus, je voudrais plus vous dire de bêtises, mais c'est comme vraiment très 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 longtemps. Ça a été développé bien avant le mode ventral. Le mode ventral, ça fait pas longtemps qu'on est prêt à le faire et qu'on peut se sentir assez en sécurité pour le développer. Donc c'est vraiment des choses qui sont très primitives et qui sont liées à des réactions, à des dangers primaires, quoi. Des dangers du coup de vraiment je me fais agresser par un ours ou quelque chose est en flamme, ou il y a vraiment quelqu'un qui veut me tuer, etc., etc. C'est pour ça que ça va, même des stress psychologiques ou même des stress de notre vie au quotidien, ils vont générer des réactions qui sont aussi fortes que ça parce que c'est des réactions de survie et qu'on est programmé pour ça. On n'est pas encore programmé pour gérer le stress moderne et tout ce qui se passe maintenant, notamment le fait que ce soit beaucoup des stress psychologiques. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce possible d'être plus souvent en mode dissociation que les autres modes dans notre quotidien? Oui, c'est possible. C'est pour ça que je vous disais, en fait, quand on est enfant, on va, selon le contexte dans lequel on va vivre, on va apprendre un mode de protection et ce sera le mode et celui qui va marcher le mieux, ce sera vite celui qu'on va garder. Vous savez, comme les bras, on va dire « Ah, bah, celui-là, il marche, bah, je vais répéter ça. » D'accord? Donc, si ça nous protégeait plus d'être dissocié quand on était enfant, on a tendance à garder ça comme mécanisme de défense. D'accord? En sachant que, voilà, on va jongler. D'accord? Encore une fois, on n'est pas tout ou rien, on n'est pas que dissocié. On va jouer un peu avec les deux. Mais si vous avez ce que je vous ai dit précédemment, très peu de souvenirs de votre enfance, tendance à du coup manquer un peu de mémoire des événements, et aussi en général ne pas être trop rancunier, ça peut aussi être un signe si vraiment vous n'êtes pas rancunier du tout. Il peut y avoir d'autres choses, mais ça peut faire partie des choses que j'oublie très facilement ce qui m'est arrivé, j'oublie la blessure qu'on m'a fait, j'oublie combien c'était dur et du coup je pardonne facilement. Ce genre de choses-là, en général, ça peut vouloir dire qu'on est dissocié et qu'on n'a pas vraiment ressenti l'impact complet de la blessure qu'on nous a fait, parce qu'on n'était pas vraiment là. Et du coup, on va pouvoir recommencer ça. Exactement ça, du coup, vous dites. Ouais. Est-ce que du coup, jusqu'ici, c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous fait penser à des choses? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir déjà expérimenté ça vous aussi, de voir un peu de quoi je parle avec ces 3 modes? Vous pouvez m'écrire dans la discussion, du coup, pour me dire. Très clair, très parlant pour moi. Un état peut déclencher un autre état, dorsal, sympathique. Oui, en fait, c'est pas vraiment qu'un état va déclencher un autre, mais en fait, ils jouent ensemble. Et par exemple, si on est trop en sympathique parce que c'est trop stressant, parce que du coup, notre cerveau il nous dit, ben, nous, on a ce qu'on appelle l'homéostasie. Notre corps est fait pour réguler. Il est fait pour retrouver l'équilibre en permanence. Et des fois, il va le faire d'une manière qui est très maladroite, mais c'est comme ça. Très clair, merci beaucoup. Je comprends plein de trucs, super. L'idée, c'est que du coup, moi, en ce moment, j'essaie d'être en ventral. Dès que j'ai une pensée négative, le stress remonte sans flèche. Oui, ben, on va en parler après. Ça a rapport avec les triggers, notamment. Ouais, très, très clair. Super. Du coup, oui, donc est-ce qu'un état peut en activer un autre? C'est pas vraiment comme ça, mais par contre, puisqu'on va chercher à réguler, à retrouver l'équilibre, on va par exemple se retrouver en mode sympathique, et là, notre cerveau va dire, mais là, ça fait trop longtemps qu'on a du cortisol, de l'adrénaline, on ne va pas survivre, si notre cœur continue comme ça tout le temps, ça ne va pas être possible. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose pour calmer, et par exemple, on va mettre du mode dorsal dessus pour voilà, faire redescendre et calmer, et dire, je suis toujours pas en sécurité, mais il faut quand même que je survive, et donc si mon propre stress me tue, ça ne va pas marcher, donc il faut que je recule. Du coup, on va avoir ces états-là. Ça peut faire des gens qui ont l'air trop détendus,
où vous vous dites c'est bizarre, ils ont l'air un peu presque apathiques, il y a quelque chose, et en même temps vous vous sentez un peu mal à l'aise avec eux, il y a quelque chose que vous sentez ils n'ont pas l'air stressés, mais en même temps ils vous rassurent pas non plus. Des fois ça peut être que du coup c'est des gens qui sont sympathiques, mais qui essayent de calmer avec du mode dorsal, et que du coup ils sont pas vraiment à l'aise en fait en réalité. Et vous le ressentez. D'accord? Donc, on va vraiment être entre tout ça, et l'idée, c'est que nous, on veut être en sympathique au bon moment, être en mode dorsal s'il faut au bon moment, si vraiment on est en danger, et être en mode ventral la plupart du temps, parce que c'est dans ces modes-là qu'on peut vraiment accéder à notre état de santé plein, quoi, on va dire. En tout cas, nos capacités à récupérer, notamment du mode sympathique, d'accord? Des émotions qu'on a vécues, du stress physique qu'on a vécu, etc. D'accord? Pour ça, du coup, il y a des choses que vous pouvez faire déjà au quotidien, et c'est pour ça que là, on arrive du coup dans la partie astuces, d'accord? L'idée, c'est que là, je vais vous donner des petites astuces que vous pouvez mettre au quotidien qui vous permettent d'aller travailler là-dessus et d'aller réguler votre système nerveux autant que possible, d'accord? Et ça a l'air d'être très compliqué, mais en réalité, c'est vraiment lié à notre état physique, émotionnel, etc. Tout est ensemble. Et donc, il y a des choses très simples qui vont faire énormément d'effet, d'accord? Notamment le sommeil, c'est la priorité, c'est la chose la plus importante. Si vous avez un bébé, vous savez, à mon avis, si vous avez eu un enfant, que quand on ne dort pas, on est très, très, très stressé. Quand on manque de sommeil, on devient quelqu'un d'autre. On peut devenir vraiment irritable, détendu. Samia dit oui. Ouais, voilà. C'est vraiment dur pour nous, et c'est dur parce qu'on n'a pas de quoi récupérer, on ne peut pas récupérer notre système nerveux ventral du coup, et on va du coup se sentir très tendu. Julien dit absolument pas, je ne le crois pas du tout. Donc voilà, du coup, c'est une des choses, souvent on va dire « Ah oui, il faut que j'aille m'inscrire à la salle de sport, il faut que je prenne des compléments alimentaires, il faut que je change ça, il faut que j'arrête ça, et que je fasse des choses très compliquées. » En fait, la première chose à faire, c'est d'aller se coucher. C'est vraiment la première chose à faire, c'est la chose que vous pouvez faire, qui est gratuite, et qui va avoir le plus d'impact sur votre santé en général, parce que pendant que vous dormez, il y a tellement de mécanismes en place qui vont vous permettre d'être en bonne santé au niveau mental ou physique. Encore une fois, c'est pas séparé, d'accord? Les deux sont vraiment liés. Donc c'est vraiment quelque chose d'accessible. Ne faites pas autre chose avant d'avoir commencé par ça, parce que c'est le plus efficace, et c'est le plus simple, et c'est le moins cher. Donc voilà. Les petites choses à faire pour améliorer votre sommeil, si vous avez du mal ou si vous ne savez pas comment faire, ce qui est important, c'est d'éviter l'alcool le soir. Alors je ne dis pas de jamais le faire, d'accord? Concrètement, si vous voulez être en pleine santé, boire de l'alcool, ce n'est pas une bonne idée, d'accord? Il n'y a aucun moment où l'alcool, c'est bon pour votre santé. Par contre, si une fois de temps en temps, avec un bon repas, avec des amis, ça vous fait plaisir, c'est bon aussi pour votre morale, et ça compte, d'accord? Mais si vous avez du mal à dormir, si vous sentez que vous êtes anxieux, que c'est difficile pour vous, etc., donc anxieux, dépressif, je ne sais pas si vous voyez ce qu'on a fait juste avant, je fais un petit point à propos de ça. Alors, attendez, voilà. Sympathique, du coup, on va avoir tendance à être anxieux, à être stressé, à être dans l'action, à être dans l'anticipation, et à avoir beaucoup d'idées qui tournent. Et dépressif, on va avoir tendance des fois à être en mode dorsal, d'accord? Je suis apathique, j'en peux plus. C'est ce qui se passe si vous perdez quelqu'un que vous aimez, que vous vous retrouvez au lit, à ne plus pouvoir bouger, etc. Ben, en gros, le choc était trop dur, et votre corps, il a dit, on va tout éteindre, c'est trop dangereux, c'est trop dur pour nous à gérer, on arrête, et puis on essaye de mettre ça à distance, de récupérer, de faire comme on peut pour faire face. D'accord? C'était ma petite parenthèse. Donc, si vous souffrez d'anxiété, si c'est compliqué de gérer vos émotions, si vous vous sentez épuisé, si vous avez du mal au quotidien, évitez l'alcool en général, et encore plus le soir, d'accord? Même une petite dose d'alcool, ça va vraiment impacter ça, notamment à cause de l'homéostasie, parce que en fait, votre corps, il va vraiment se détendre, en effet. Au début, vous prenez de l'alcool, et ensuite, pour récupérer ça, cet effet-là, qui fait que vous êtes trop détendu, votre corps, il va dire non, beaucoup trop détendu, c'est pas normal. Du coup, il va rebalancer en gros des médiateurs chimiques, etc., qui vont vous donner du stress. Et donc, on va avoir de l'anxiété post-alcool, à peu près 3 heures après, où on se sentait mieux, et tout d'un coup, on se sent encore pire. Donc ça, c'est pas bon, et surtout, ça va nous empêcher d'accéder à une phase de sommeil profond et à avoir un sommeil de qualité qui va nous permettre de récupérer. La digestion, c'est pas obligatoire, mais idéalement, si vous arrivez à manger plusieurs heures avant d'aller vous coucher, ça va vous aider aussi à mieux dormir. Privilégier les heures de début de nuit. C'est pas du tout pareil, en fait, on est vraiment fait pour dormir au début de la nuit. Si vous dormez 8 heures entre minuit et 8 heures, vous ne récupérez pas autant que si vous dormez 8 heures à partir de 22 heures, par exemple, d'accord? Ou même à partir de 20 heures, évidemment, si vous pouvez. Donc, il faut vraiment essayer de dire,
si vous voulez, des fois, j'en sais rien, regarder une série ou faire quelque chose qui vous fait plaisir, et cetera, essayez de voir si vous ne pouvez pas le faire le matin finalement et vous levez plus tôt, mais vous couchez plus tôt quand même, pour essayer de vraiment avoir ce sommeil au moment où il est le plus récupérateur. Parce que le début de nuit, vous allez beaucoup plus récupérer que la fin de nuit. C'est pareil, si vous faites une grosse grasse matinée jusqu'à midi pour récupérer, ce sera quand même moins récupérateur que si vous aviez dormi moins d'heures, mais au début de la nuit. D'accord ? L'état d'esprit, moi j'ai écrit mindset, mais du coup, évidemment, votre état d'esprit, d'accord ? Si vous êtes stressé, si vous êtes angoissé, s'il y a plein de choses comme ça qui sont dans votre tête, ce sera dur de dormir et ce sera dur de bien dormir. Donc, faire un petit rituel avant de dormir, ça va vous aider. Par exemple, du coup, prendre une douche chaude ou un bain. Si vous êtes très préoccupé, vous pouvez noter avant d'aller vous coucher la liste des choses que vous avez à faire qui tournent dans votre tête ou noter ce qui vous préoccupe, etc. Dormir de 18h à 19h en rentrant du travail, non, je ne vous recommande pas. En fait, c'est aussi ça. Si vous faites des siestes avant 15h. Évitez de faire des siestes en fin de journée, ça va vous décaler un peu et vous empêcher de bien dormir après. Et faites des petites siestes plutôt avant 15h. Ça va perturber l'heure du sommeil. Ouais. C'est ça. Donc, vous pouvez tenir un journal, noter la liste des choses à faire, noter les pensées qui sont angoissantes, etc. Et vraiment vous dire dans votre tête de les mettre dans une boîte et de s'en occuper demain. Pour pouvoir avoir un bon état d'esprit au moment d'aller se coucher, c'est pareil. Mettez un pyjama confortable, faites en sorte que votre chambre soit agréable, des choses comme ça pour pouvoir vous mettre en fait dans un état où vous allez vous reposer parce que votre cerveau il va reconnaître ça comme un moment qui est propice à la détente et où vous pouvez vous sentir en sécurité et du coup il va vous permettre d'avoir un bon sommeil réparateur. D'accord ? Les écrans, du coup, évitez les écrans autant que possible, 1 heure ou 2 heures idéalement avant d'aller dormir. Si ce n'est pas possible pour vous, vous pouvez essayer de bloquer la lumière bleue. Sur les téléphones, il y a des applications pour bloquer la lumière bleue. Si vous regardez des écrans parce que vous travaillez ou parce que vous avez envie de regarder la télé, parce que ça vous fait plaisir, c'est votre moment de détente, etc., vous pouvez essayer d'acheter des lunettes qui bloquent la lumière bleue pour que ça n'ait pas trop d'impact en fait, sur votre cerveau. L'huile essentielle de mandarine est très bonne pour une préparation au sommeil, nous dit Laura, merci. À mettre sur l'oreiller peut-être du coup. Voilà, et idéalement, au niveau de la lumière, du coup, ne pas regarder de lumière vive entre 22h et 4h. Donc ça veut dire, bien sûr, allez vous coucher tôt, etc., pas regarder des écrans à ce moment-là, mais c'est aussi ne pas regarder votre téléphone pendant la nuit, ça a l'air de rien, même 1 seconde, regardez l'heure sur le téléphone, mais ça va vraiment impacter vos hormones, en fait, et tout le système, pas seulement de votre sommeil, mais du coup de votre immunité et de votre santé mentale notamment. Ça va jouer là-dessus. Donc si vous allez faire pipi, n'allumez pas en grand le couloir, essayez de mettre une petite veilleuse dans le couloir ou essayez de faire des petites lumières comme ça pour vraiment éviter d'être face à des grandes lumières quand c'est le soir. D'accord ? Et c'est pareil pour les veilleuses, donc ça, vous pouvez revoir ma conférence sur le sommeil des enfants pour avoir plus d'infos là-dessus. Mais les veilleuses, du coup, ça va aussi perturber notre sommeil, qu'il y ait des petites lumières dans notre chambre, donc autant que possible, essayez de dormir la nuit vraiment dans le noir. D'accord ? Et la lumière naturelle, parce que votre sommeil, il se prépare dès le matin. Le matin, essayez autant que possible, c'est pareil, s'il pleut, si vous n'avez pas le temps, c'est compliqué, ne le faites pas, bien sûr, mais autant que possible, essayez de faire face à de la lumière naturelle, ça veut dire d'être dehors, pas à travers la vitre, à travers vos lunettes de vue, si vous en avez, ça c'est bon, mais ne regardez pas juste à travers la vitre, il faut vraiment être dehors, pas regarder le soleil, mais être à la lumière naturelle, d'accord ? Ça peut être du coup de sortir boire votre boisson chaude le matin dehors, ça peut être de faire une petite marche 5 minutes dans l'heure qui suit votre réveil. Et selon la luminosité, soit vous restez 5 minutes si c'est plein soleil, soit vous restez jusqu'à 30 minutes s'il fait plus moche, pour essayer d'avoir vraiment cette luminosité-là. Elle va jouer sur votre cortisol du matin et du coup, elle va vous permettre de vous sentir fatigué et tranquille, de vous apaiser le soir et de mieux dormir. D'accord ? Si vous pouvez, si vous avez l'occasion, idéalement, regarder le soleil se lever et se coucher, c'est top, mais je sais que c'est moins accessible, du coup, on va moins en parler. Pas d'écran et lumière, ça me paraît limite impossible dans mon cas. Mais vous n'êtes pas obligé de tout éteindre, mais par contre, par exemple, de mettre des petites astuces comme ça avec le filtre de lumière bleue ou les lunettes, ça peut aider quand même pas mal. Bon, des fois, par contre, les lunettes, ça peut coûter cher. Alors ça, c'est encore un autre sujet, mais essayez. L'idée, c'est qu'on peut essayer aussi d'arrêter un tout petit peu ou de baisser la luminosité. Par exemple, si vous regardez sur votre télé ou sur votre ordinateur, baissez la luminosité le soir. Essayez de faire des petits pas, d'accord ? C'est ce que je disais tout à l'heure pour les grandes résolutions, et vous allez voir, je vais en reparler à la fin, mais
N'essayez pas de tout changer maintenant. Gardez en tête les choses et puis vous voyez ce que vous pouvez faire. Est-ce que c'est dur de vous coucher à 22 h, mais peut-être que vous pouvez vous coucher juste une demi-heure plus tôt que d'habitude et puis petit à petit voir ce que ça vous fait, éventuellement décaler encore après ou juste rester là, d'accord? Là, moi, je vous donne un peu des conditions idéales. Après, le but, c'est la réalité, d'accord? Et c'est de faire en sorte que ça marche dans votre quotidien et que vous puissiez l'installer. Très vrai, depuis que je travaille dans un bâtiment vitré, je ne ressens plus le besoin de ma lampe à lumière du soleil que j'utilisais quand j'avais pas de fenêtre. Ouais, ouais, ça a beaucoup de ça a un énorme impact sur nous, la lumière, on pourrait faire aussi une conférence à ce sujet, c'est passionnant. Mais du coup, ça a vraiment beaucoup d'impact, il ne faut pas le sous-estimer. Les causes physiques, du coup, parce que c'est pareil, avant, on pensait qu'il y avait tout dans la tête. En fait, c'est lié complètement et du coup, ça s'équilibre d'un côté ou d'un autre sans qu'on sache de l'œuf ou la poule, des fois, d'accord? Donc, ce qu'il faut vérifier, c'est notamment des sources d'inflammation dans notre corps. Ça va jouer sur notre santé mentale, des dérèglements hormonaux. Et si vous avez des dérèglements hormonaux au niveau de votre thyroïde, etc., il y a souvent des causes profondes. Cherchez la cause d'origine, d'accord? C'est rarement fait en médecine traditionnelle, mais maintenant on commence à avoir beaucoup de données en médecine fonctionnelle, en naturopathie fonctionnelle aussi, pour vraiment pouvoir aller chercher ça. Il y a beaucoup de choses à faire pour aller mieux, qui valent vraiment le coup de regarder, d'accord? Les dysbioses, le déséquilibre de votre microbiote, d'accord? Ça va aussi jouer. Je vous fais juste un petit aparté parce que c'est vraiment intéressant, ça fait partie des choses qui m'intéressent vraiment beaucoup, en tout cas. Il y a une étude qui montre, il y a d'autres études qui confirment ça, mais en gros, des études qui sont faites pour voir la colonie qui est la plus présente dans notre microbiote, d'accord, dans nos intestins, et pour voir en fait ce que ça donne comme symptômes. Et en fait, on a trouvé qu'il y avait vraiment une colonie dominante quand on a des symptômes anxieux, une colonie dominante quand on a des symptômes dépressifs, et même une colonie dominante quand on est bipolaire, d'accord? Donc ça veut dire qu'on ne sait pas encore pour l'instant qui influence l'autre, et apparemment c'est plutôt un système qui va jouer dans les deux sens. Mais du coup, ça veut dire que vous pouvez avoir de l'anxiété, qu'on appelle de la fausse anxiété, qui vient aussi de causes physiques, où en fait, psychologiquement, vous allez bien, vous n'avez pas forcément besoin de travailler sur beaucoup de choses là-dessus, mais vous avez besoin physiquement de rétablir l'équilibre pour que votre cerveau il puisse arrêter d'être anxieux, en fait. D'accord? Laura, ici présente, est une très bonne naturopathe. D'accord? C'est bon à savoir. Ouais, donc ça, c'est vraiment important. On va voir après pour l'alimentation ce qu'on peut faire à propos de ça, mais je vous assure, l'impact de ça, il est déjà énorme, donc ne pas hésiter. Le parasitisme aussi, on en parle peu, on ne s'en rend pas trop compte, mais ça peut aussi énormément jouer sur notre santé mentale, donc je vous invite à vraiment regarder ça. Et les carences, notamment les carences en vitamine B12, les carences en vitamine D, les carences en magnésium, ça va nous donner, encore une fois, c'est toujours des équilibres, donc c'est pas un à la fois, parce que si je prends peut-être que si je manque de magnésium, c'est parce que je manque de calcium et que je pompe mon magnésium pour compenser le manque de calcium. Donc ne cherchez pas que ces trois choses-là, allez vraiment voir où vous en êtes par rapport à tout votre équilibre en termes de vitamines et de minéraux. Mais ça a vraiment un énorme impact, et même sur la dégénérescence, notamment sur les maladies de Parkinson ou les maladies d'Alzheimer, etc. Donc vraiment maintenant, il est en train de sortir plein d'études à ce sujet-là qui sont passionnantes et qui montrent l'impact énorme que ça a. Donc prenez vraiment ça en compte, c'est pas juste une petite différence, ça peut vraiment des fois faire toute la différence, quoi. Voilà, et donc je vous disais l'alimentation. L'alcool et l'anxiété, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, d'accord? Le fait qu'en rétablissant l'équilibre, en fait, on va générer de l'anxiété physiologiquement, et du coup, c'est pas ce qu'on veut. La caféine et l'anxiété. Alors, je viens de faire 2 séances avec une micronutritionniste. Effectivement, mon stress engendre des carences plus hypothyroïdie. Ouais. Et là, moi, je suis en train de travailler avec Estelle aussi, qui est naturopathe fonctionnelle, et on est en train de voir, de comparer et de voir combien l'impact de la santé mentale sur la thyroïde et de la thyroïde sur la santé mentale va vraiment dans les deux sens. Et on est en train de découvrir des choses vraiment passionnantes, quoi. Notamment comment on peut arrêter des symptômes d'hypothyroïdie en changeant, en sortant des relations toxiques. Ça, c'était ce qu'elle avait découvert chez une de ses patientes. Et puis, comment on peut avoir des symptômes qui, en fait, viennent de l'hypothyroïdie, mais qui n'ont rien à voir avec réellement nos propres traumas, en tout cas. Donc, ouais, c'est énorme l'impact des deux. Encore une fois, c'est tellement dans les deux sens que il y a vraiment beaucoup de choses à chercher là-dessus et que ça pourrait faire l'objet de tellement de conférences aussi sur le sujet. Ouais. Donc cherchez ça, il y a beaucoup de données maintenant. La caféine et l'anxiété.
D'accord, et je vous ai mis aussi withdrawal. Alors, je ne sais pas exactement ce que ce serait la traduction. J'avoue que je lis beaucoup d'informations en anglais, du coup, des fois, je garde des mots en anglais. Mais en gros, l'idée, c'est, on va dire que c'est les symptômes de manque, quoi, qui vont vous donner un effet physiologique de ça, d'accord? La caféine, l'idée, c'est que si vraiment vous aimez boire du café, continuez, d'accord? Mais si c'est ça, essayez de le boire vraiment régulièrement, donc à la même fréquence. Par exemple, si c'est tous les jours, vraiment tous les jours, et plutôt à la même heure. Parce que, en fait, dès que vous allez manquer de caféine, ça peut vous donner des symptômes anxieux et ça peut vous donner, enfin, vraiment même des symptômes physiques, des maux de tête, etc., qui sont juste liés au manque, en fait, d'accord? Donc, si vous avez tendance à être vraiment très anxieux, évitez le café. Et si vous prenez du café et que vous vous dites aujourd'hui: «Ah ouais, il faudrait que j'arrête, c'est vrai que ça me stresse», ne le faites pas du jour au lendemain, d'accord? Baissez petit à petit votre consommation et faites vraiment progressivement parce que, ça n'a pas l'air, mais en réalité, ça a un énorme impact sur notre physiologie et du coup, il y a un réel impact là du withdrawal, donc de manque, on va dire, de syndrome de sevrage. Si vous arrêtez du jour au lendemain, ça peut vraiment vous faire vous sentir très mal. Donc, essayez de faire petit à petit et éventuellement réduire un petit peu votre consommation ou faire en sorte qu'elle soit bien régulière pour ne pas subir ça, ça peut vous aider. D'accord? La glycémie et les émotions, c'est pareil, les pics de glycémie, ils vont vraiment changer, ils vont vraiment nous faire passer dans ce qu'on appelle un peu des montagnes russes émotionnelles, d'accord? On va pouvoir se sentir, de différentes humeurs dans la journée et parfois c'est simplement parce que, en fait, c'est notre glycémie qui monte et qui descend et qui nous donne ces sentiments d'anxiété-là, d'accord? Donc là, c'est pareil, il y aurait tellement à dire sur le sujet, c'est super important. Il y a un très bon compte Instagram qui est de Jessie, qui a fait un livre notamment, qui s'appelle, je vous le mets là, Glucose Goddess, d'accord? Où en fait, elle montre avec des visuels, donc même si vous ne parlez pas anglais, vous allez facilement comprendre l'impact de la glycémie, du coup, en fonction des repas. Donc, je vous donne pas beaucoup de détails sur ça parce qu'en fait, il y a plein de trucs à savoir qui sont super intéressants. Si vous voulez, j'ai fait une fiche pour mes patients. Envoyez-moi un petit mail et je vous l'enverrai, comme ça, vous aurez toutes les infos et on ne perdra pas trop de temps aujourd'hui. D'accord? J'ai fait une fiche qui reprend un petit peu les conseils à mettre en place. D'accord? Mais ça a l'air de rien. Et la glycémie, ça va aussi augmenter même si vous mangez des fruits, si vous buvez du jus de fruits, si vous mangez des glucides en général, donc même si vous ne mangez pas de dessert, mais que vous allez manger du riz, des pâtes, etc., tout ça, ça va impacter. Donc ne vous dites pas que parce que vous n'êtes pas du genre à manger des pâtisseries, alors c'est bon, vous n'êtes pas impacté par la glycémie. Il y a vraiment d'autres choses qui vont jouer là-dessus. Sans vouloir faire ma drama queen, c'est horrible, j'ai l'impression de coller à tout ce qu'il ne faut pas faire et de devoir tout changer. Non, vous n'êtes pas du tout une drama queen pour ça, d'accord? C'est normal de se rendre compte qu'il y a des choses qui sont difficiles. Et l'idée aujourd'hui, c'est d'aller regarder ce qui ne va pas, de dire: «Ah tiens, en fait, ça pourrait être ça, ben, peut-être que je pourrais changer ça, peut-être que si je faisais ça, ça améliorerait les choses», et d'aller tester petit à petit, d'accord? Et de faire le travail tranquillement. OK? Donc, on est dans un monde où, globalement, aucun de nous, notre génération et les générations d'avant, cette fiche de conseil fonctionne pour les diabétiques de type 1. Alors ça marche pour les diabétiques et les non diabétiques. Ça marche pour tout le monde. Et notamment, c'est super efficace pour les diabétiques. Ouais. Jessie, du coup, je ne sais pas comment on prononce son nom, Inchospé ou Inchospé, je ne sais pas comment elle le dit. Elle a vraiment fait le bouquin. À la base, elle cherchait ça pour les diabétiques et en fait, elle s'est rendue compte que ça marchait aussi pour les personnes qui n'étaient pas diabétiques, qu'elles avaient plein d'avantages aussi à le faire. Donc oui, ça fonctionne. Merci, avec plaisir. Donc, je ne sais plus exactement où j'en étais par rapport à ça. Oui, sur les changements. Ah voilà, merci du coup. Sébastien, il nous met le lien. Super, merci beaucoup. Oui, du coup, c'est dur de changer. Et donc, ce que j'essayais de dire, c'est qu'on a beaucoup de choses qui ne vont pas. C'est pour ça qu'on fait ça et qu'on regarde ce qui ne va pas et qu'on peut améliorer. Notamment parce qu'on n'a pas appris à réguler ces choses-là. On vit dans un monde qui est en perpétuel mouvement où c'est très récent qu'on ait accès à autant d'écrans, accès à autant d'informations. C'est plein de sources de stress différentes et aussi accès à certaines nourritures, à certains rythmes de vie et tout ça qu'on n'avait pas jusqu'ici. Et du coup, on ne se retrouve pas équipé parce que on n'a pas appris toutes ces choses-là avec nos parents avant, parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas pu l'apprendre parce que tout ça, ils ne le savaient pas. Et on se retrouve à devoir récupérer tout ça et avoir toutes ces possibilités de nourriture, de rythme, etc., et pas trop savoir. Donc, on vit dans une société qui n'est pas faite pour qu'on soit en bonne santé. Et l'éducation qu'on a reçue en général, l'éducation classique qu'on a plus ou moins tous reçue,
plus ou moins, voilà, plus ou moins de variantes, c'est pas non plus bon pour notre système nerveux, d'accord? Ça nous donne pas mal de traumas d'enfance, même si c'est pas des choses dramatiques, ça va quand même impacter notre cerveau et nos comportements, et notamment notre anxiété, notre confiance en nous, etc. Et ça va nous donner en général des mauvais mécanismes pour gérer le stress qui vont faire que ça va décupler notre stress, d'accord? Donc c'est normal que ce soit difficile, c'est normal que vous ne soyez pas en train de faire tout ce que je vous dis là aujourd'hui, et c'est même normal qu'après que je vous ai dit tout ça, vous ne vous mettiez pas à tout changer et à le faire, d'accord? C'est pas le but. Le but, c'est de regarder et de dire, bah tiens, si je me sens mal, je peux me dire, ah, peut-être que je devrais changer un petit peu ça, peut-être que ça pourrait venir de là, peut-être que ce serait le moment d'aller regarder ça, d'accord? C'est tout. Vous ne mettez pas la pression parce qu'il y a beaucoup d'informations, d'accord? Ensuite, les aliments industriels et l'inflammation. Du coup, les aliments industriels, ça va beaucoup jouer sur l'inflammation en général de notre corps. Et du coup, ça peut faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça peut du coup générer des choses qui vont impacter notre santé mentale, notamment notre anxiété, dépression, etc., etc. Même notre capacité à nous concentrer. Donc, essayez de manger des aliments de base simples, d'accord, qui ne sont pas trop transformés. Et d'essayer de manger des choses qui sont, voilà, qui sont plus ou moins équilibrées. Bien sûr, faites-vous plaisir de temps en temps, ça n'empêche pas, mais si vous avez tendance à manger beaucoup d'aliments industriels, c'est peut-être le moment d'aller regarder si ça peut avoir un impact sur vous, d'accord? Le microbiote, du coup, ça c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Une des choses que vous pouvez faire pour l'améliorer, qui est simple, c'est de manger des aliments, alors c'est de manger déjà beaucoup de fibres, d'accord? Les fibres, ça va vraiment vous aider, donc en gros tous les légumes, et les fruits, mais les fruits, ça va aussi jouer sur votre glycémie, donc attention, consommez plutôt plus de légumes pour commencer. Et vous allez aussi pouvoir consommer tous les aliments qui sont lacto-fermentés, en fait, et qui vont du coup nourrir vraiment votre microbiote. Et croyez-moi, il y a dans une cuillère genre de choucroute crue ou de choses comme ça, il y a encore plus de probiotiques que si vous achetez la petite gélule qui coûte super cher à la pharmacie. Donc ça vaut vraiment le coup. Il y a moyen de vraiment faire des choses pas chères et de pouvoir accéder à ça facilement, d'accord? Donc il y a par exemple la choucroute crue ou le kimchi, pour ceux qui connaissent, je crois que c'est coréen. Mais sinon, si c'est un peu difficile de manger des choses comme ça pour vous, que ça change trop, vous pouvez essayer de boire du kéfir, soit du kéfir de fruits, kéfir d'eau, soit du kéfir de lait. Le kéfir de lait, c'est par exemple le lait ribot, vous savez, ou le lait fermenté qu'on peut trouver au rayon frais, où ça va être écrit en arabe, ou alors ça va avoir des dessins bretons là, dessus. Ça coûte pas cher. Essayez de le prendre au lait cru si vous trouvez au lait cru. Et ça a un goût d'Yop en fait. Donc ça, vous pouvez, en général, tout le monde aime bien, c'est moins dur à changer comme habitude que de se mettre à manger de la choucroute crue si on n'aime pas ça. Mais ça va vraiment jouer, vous pouvez aussi manger des yaourts, des fromages, etc. D'accord? Et le petit déjeuner, il va jouer sur notre glycémie. Donc essayez autant que possible, c'est pareil, de manger un petit déjeuner salé tant que vous pouvez, et avec vraiment des protéines. Il y a des études qui montrent que la même personne, si elle mange un petit déjeuner sucré ou si elle mange un petit déjeuner avec plus de protéines, et ben, quand elle mange le petit déjeuner avec plus de protéines, elle est plus cool, elle est plus empathique, elle a des meilleures relations avec les autres, elle est moins agressive. Donc on n'a pas testé en la faisant agresser des gens, ils devaient faire un espèce de jeu vidéo où on testait leur comportement pour savoir ça. Mais du coup, ça va vraiment, en fait, le petit déjeuner, ça va vraiment donner le ton de votre glycémie pour toute la journée. C'est dur à rattraper si on a fait un petit déjeuner sucré, donc faites-le quand ça vous fait plaisir. Et si c'est vraiment difficile, que vous avez vraiment besoin que ce soit sucré, ben, essayez de voir si vous pouvez rajouter plus de protéines avec le sucre. Donc, par exemple, de prendre un yaourt grec avec, ou des choses comme ça. Et des fibres, si vous pouvez. D'accord? Ça va vous aider à réguler un peu la glycémie. Est-ce que c'est bon pour ça? Est-ce que vous avez des questions sur l'alimentation et tout ça? Bon, je pense que c'est bon, je vois pas de questions. Dites-moi si je parle trop vite aussi, ou si ça va pas. Parfait. Ok. Pour le petit-déj, genre... Je vais attendre la suite. On peut faire des œufs. Ouais? C'est pas trop gras, non. Et il faut pas avoir peur du gras non plus, en réalité. C'est pareil. Il faut pas avoir peur de manger des choses grasses. Ça va aussi jouer sur la glycémie. Donc, coupler quelque chose de... quelque chose de sucré avec quelque chose de protéiné et quelque chose de gras, des bonnes graisses, d'accord? Donc un avocat ou du beurre cru, des choses comme ça, du fromage, du yaourt grec, etc. Ça va vraiment nous aider à réguler la glycémie. Et c'est pas mauvais pour nous. Ce qui est mauvais pour nous, c'est de dire, bah, je vais rien manger. Par exemple, si vous mangez une tartine de pain de nature, ça va vous faire beaucoup plus monter la glycémie et ça aura beaucoup plus d'impact négatif sur vous que si vous mangez une tartine avec un avocat
ou une tartine avec du beurre cru, par exemple, ou des choses comme ça, ou même de l'huile d'olive. Enfin, donc, il ne faut pas avoir peur du gras absolument, d'accord? Il faut choisir ses graisses, mais c'est important de pouvoir équilibrer ça aussi. Ne pas prendre de petit-déj a un impact sur la glycémie. Oui, très très bonne question, merci. Ne pas prendre de petit-déj, ça a un impact sur la glycémie, mais ça a un impact sur le système nerveux en entier. Idéalement, essayez, je devais le dire en plus, je l'ai oublié, donc merci beaucoup. Essayez de manger un petit déjeuner dans la première heure après votre réveil. Ça va vraiment jouer sur toutes sortes de mécanismes dans votre corps, mais du coup, sur votre système nerveux, et ça va aussi jouer sur votre anxiété. Donc, si vous pouvez manger au moins 3 repas par jour, et si c'est dur de manger un petit déjeuner, ben, commencez avec une toute petite chose. Peut-être qu'un yaourt, c'est possible. Justement, peut-être que c'est le moment de boire le kéfir, là, le yop naturel. Peut-être que ça passe mieux le matin, et petit à petit augmenter. J'ai testé la sardine ce matin, c'est raide. Oui, peut-être que la sardine, c'est trop dur. Moi, j'avoue que le matin, le poisson, ça ne me tente pas. Mais par exemple, moi, je vais manger des œufs, du jambon, du bacon éventuellement, de l'avocat, du yaourt grec, du fromage, des choses comme ça. Donc ça va être plus facile. Et si j'ai envie de manger quelque chose de sucré, je vais essayer de manger plutôt un fruit entier et plutôt de le manger à la fin du petit déjeuner. Comme ça, ça va aussi impacter ma glycémie de ne pas commencer par du sucre. Ne coupez pas un jeûne par du sucre non plus si vous n'avez pas mangé depuis le midi et que vous voulez faire un goûter. Ne commencez pas par manger votre fruit ou par manger quelque chose de sucré. Commencez d'abord, par exemple, par prendre un peu des amandes. D'accord ? Et après, vous mangez ça. Ça va faire que vous mangez toujours la chose que vous voulez, mais vous baissez l'impact sur votre glycémie. D'accord ? Est-ce que c'est bon pour ça ? Oui ? Ok, super. Alors, une des choses qui est importante aussi et qui va nous permettre d'activer notre système nerveux parasympathique, donc de repartir en mode ventral, vous vous souvenez, c'est le mouvement, d'accord? Et on n'a pas besoin de faire du gros mouvement. Alors bien sûr, faire du sport, ça a plein d'avantages, hein, et c'est très bon aussi pour nous, mais si vous n'êtes pas des grands sportifs, c'est pas grave, vous pouvez quand même bénéficier de ça, il ne faut pas hésiter. Faire des étirements, ça peut être de faire du yoga. Le yoga, ça va aussi jouer parce qu'on va pouvoir concentrer notre mouvement sur notre respiration, et ça va vraiment aussi nous permettre d'être en pleine conscience et du coup d'activer le parasympathique. C'est pour ça que ça marche très bien. Mais du coup, ça peut être juste des étirements simples, même si ben voilà, vous ne savez pas quoi faire comme étirement, c'est pas grave, vous pouvez faire n'importe quel type d'étirement tranquillement tout seul. Ça va marcher, ça va vous faire du bien. Ça nous fait du bien pendant qu'on s'étire, mais c'est aussi le fait d'arrêter de bouger après le mouvement en fait, qui va agir et qui va nous aider. Donc c'est vraiment, il n'y a pas que pendant qu'on fait le mouvement que c'est important, c'est l'équilibre entre les deux, d'accord ? De marcher, si vous marchez à pieds nus sur des textures différentes, c'est encore mieux, mais ce n'est pas obligé, d'accord ? Évidemment, si vous marchez en pleine nature, c'est encore plus efficace, d'accord? Ça va vous aider, le fait d'être au contact de la nature, d'être en plein air, etc., ça va vous aider. Et même si c'est dans un petit parc, on a vu que ça jouait aussi sur le système nerveux. Et si vous ne pouvez pas, même regarder des images de nature, on a vu que ça marchait un peu aussi et que ça activait aussi des choses sur notre système nerveux. Donc, n'hésitez pas, d'accord? Et ensuite, j'ai mis les tremblements et la danse intuitive. Alors, ça paraît un peu bizarre, mais en réalité, c'est super, super efficace. Le tremblement, c'est un moyen naturel de réguler ça. On voit quand on est stressé que ça ne va pas, on se met à trembler. Il y a différents mécanismes qui font ça, mais un des mécanismes, c'est aussi que c'est une manière d'évacuer le stress. D'accord ? Donc, vous pouvez littéralement, si ça ne va pas, et pour le coup, si vous avez des enfants, les enfants, ils adorent faire ça. En tout cas, mes enfants, ils adorent faire ça. Ils le réclament beaucoup quand ils sentent qu'ils sont un petit peu tendus, un petit peu excités, par exemple, avant d'aller dormir. Ils m'ont demandé ça. Du coup, soit vous mettez de la musique, soit non. D'accord ? La musique, c'est aussi super, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Et vous pouvez vraiment trembler, donc vous secouer ou vraiment bouger, enfin, comme vous avez envie, ce qui vous vient, ou danser de manière intuitive, juste faire des mouvements qui ne sont pas censés ressembler à quelque chose, mais qui vont vous libérer les tensions là où vous les sentez. D'accord ? Ça va vraiment vous aider à activer votre système nerveux parasympathique et du coup vous détendre et vous tranquilliser. Moi, je l'utilise beaucoup quand j'ai l'impression que je suis tellement fâchée, par exemple, ou tellement énervée ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tellement triste, que j'arrive même pas à avoir le courage de faire une autre technique de relaxation. Je me dis, oh, je n'ai même pas le courage d'aller respirer ou de faire quelque chose. Je suis juste vraiment pas bien. Et ben, je sais que la musique et le mouvement, c'est un truc qui va me débloquer. Donc, je vais mettre de la musique. Ça va vite me faire changer un peu de mode dans mon état d'esprit. Et le fait de bouger sur la musique, ça va me permettre de libérer toutes ces tensions-là. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fonction des situations, vous allez pouvoir choisir la technique qui vous fait du bien à ce moment-là, d'accord ? Mais ça veut dire aussi, par exemple pour le mouvement, que au plus vous le faites régulièrement, au plus vous allez avoir un effet régulateur de travail de fond,
au plus vous le faites de temps en temps, au plus ce sera votre mécanisme pour vous réguler quand ça ne va pas, quand vous êtes déclenché. D'accord? Mais les deux sont bons pour vous. Alors, les émotions, forcément, ça va avoir un énorme impact et dans les deux sens, en plus, sur notre système nerveux. J'ai mis les mécanismes de contrôle. Alors, en général, la plupart du temps, quand on a des émotions, on a appris par nos parents à les réguler d'une manière ou d'une autre. D'accord? Pour ceux qui ont déjà été à mes conférences sur les enfants, ça va vous parler. Laura, les deux Laura, je sais que ça va vous parler aussi. Je vais quand même les dire pour tout le monde. D'accord? Les mécanismes de contrôle, c'est en gros ce que vos parents ils ont fait pour vous faire arrêter de pleurer. D'accord? Vous aviez besoin de pleurer. Des fois, vous pleuriez parce que vous aviez froid, parce que vous aviez faim, etc., etc. Mais des fois, vous pleuriez simplement parce que c'est un mécanisme de régulation des émotions. Si vous avez tendance à pleurer, si vous avez envie de pleurer, pleurez quand ça vient, d'accord? C'est un mécanisme naturel qui nous permet d'évacuer. Quand vous pleurez en coupant un oignon, vous n'avez pas la même composition dans vos larmes que quand vous pleurez pour évacuer des émotions. On en a vraiment besoin. Donc, n'hésitez jamais à pleurer un bon coup, ok? Ça vous fait du bien. Vous l'avez tous testé, vous essayez de vous retenir de pleurer, ça marche à peu près. Vous continuez votre journée, ça va, mais vous devenez un petit peu tendu, un petit peu irritable. Tout ça, c'est un peu compliqué. Et puis, vous vous mettez tout d'un coup à pleurer un grand coup parce qu'il y a un petit déclencheur qui est venu et qui vous a fait vraiment sortir de vos gonds. Et là, vous pleurez un grand coup. Et à la fin, vous vous rendez compte que là, ça y est, vous vous êtes senti apaisé. D'accord? C'est vraiment ça. Parce que c'est un mécanisme naturel pour évacuer tout ça. D'accord? Donc, en général, nos parents n'étaient pas au courant de ça. Ça a été découvert trop récemment. Et du coup, ils nous ont empêchés de pleurer en pensant souvent soit que ça nous aiderait à nous rendurcir, soit que ça nous aiderait à être heureux. Parce que un bébé qui pleure, c'est qu'il est malheureux. D'accord? Et donc, en général, on vous a donné des doudous, on vous a donné à manger, on vous a distrait, on vous a chanté une chanson, on vous a bougé. Si vous voyez des mamans ou des papas en train de secouer les poussettes des enfants, parce que s'ils arrêtent de secouer la poussette, ils se mettent à pleurer, bah, c'est un mécanisme de contrôle et c'est probable que l'enfant ait besoin de se décharger. D'accord? La question ça va est un bon déclencheur. Oh. Ben oui, mais il faut pleurer un coup. C'est dur. Hein. Et donc ça, c'est des choses qu'on a appris quand on est enfant. Et en fait, bien sûr, vous n'allez pas garder votre doudou forcément, quoique certaines personnes le font. Mais vous allez souvent retransférer un peu ça quand vous voulez gérer vos émotions. Donc par exemple, si on avait tendance à vous distraire quand vous étiez enfant ou à vous donner du mouvement, à vous secouer, vous bouger, vous sortir un nouveau jouet ou vous chanter une chanson, ou faire quelque chose qui vous surprend et qui vous empêche de pleurer, ce que vous allez faire quand vous allez être adulte, c'est que vous allez être beaucoup sur votre téléphone, beaucoup mettre la télé, beaucoup avoir toujours du fond avec quelque chose, où vous allez beaucoup travailler, beaucoup bouger, beaucoup être toujours dans l'action, faire quelque chose, parce qu'en fait, si vous vous arrêtez, vous allez être submergé par la vague d'émotions que vous essayez de canaliser à ce moment-là, et donc le moyen que vous avez appris, c'est de faire ça, de réguler comme ça. Ça, c'est vraiment, si on vous a donné trop le biberon, ou trop le sein, ou des petits bouts de gâteau, ou des bonbons, ou des sucres quand ça n'allait pas, pour vous remonter le moral, pour arrêter de pleurer, vous allez avoir tendance à aller chercher dans vos placards quelque chose pour vous réconforter, d'accord? Ça va être votre mécanisme de contrôle de base, ok? Donc, l'idée, c'est d'aller repérer ça. Qu'est-ce que c'était mon mécanisme de contrôle quand j'étais enfant? Qu'est-ce que j'ai développé à l'âge adulte? Qu'est-ce que je fais maintenant quand je suis stressée? Et ensuite, essayer d'éviter de l'utiliser et de juste être avec nos émotions. Et ça, je dis juste, mais je sais que c'est une chose très difficile en réalité. D'accepter de juste être là et dire, ok, en fait, je ressens ça maintenant. J'essaye pas de lutter, j'essaye pas de faire autre chose. Je reconnais que là, maintenant, je me sens triste ou je me sens débordée ou je me sens désespérée ou vraiment il y a quelque chose qui ne va pas, mais j'ai le droit, je vais accepter ça et je vais laisser traverser mon corps et lâcher, d'accord? Donc, je vais reconnaître ça et je vais pouvoir lâcher prise tranquillement et me dire, ok, là, j'en suis là. Et je peux, par exemple, visualiser que je vais respirer dans mon émotion, visualiser qu'elle sort dans mon expiration, faire des choses comme ça. Pas dans le but de tout supprimer, mais dans le but de dire, ok, je vais en fait essayer d'utiliser une méthode pour réguler ça. C'est pour ça que j'ai mis outils et routines. C'est pareil, si vous voulez, j'ai une fiche à propos des outils. Si vous avez envie de la voir, vous pouvez toujours m'envoyer un petit message et puis je vous l'enverrai par mail si vous voulez les outils. Mais en gros, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est bouger, sortir en plein air, faire des techniques comme ça de régulation, de relaxation, et le faire au moment où vous sentez ça. Pas pour sortir de là et éviter à tout prix d'affronter ce qui est en train de se passer, mais pour juste faire le processus mental de
c'est là et j'accepte que ce soit là. Et je regarde ce que ça vient me dire. Souvent, il y a un message, peut-être que j'ai besoin de quelque chose, peut-être qu'il y a quelque chose derrière qui ne me va pas, peut-être qu'en fait, il y a une situation avec laquelle à laquelle je dois faire face, à laquelle je dois réagir différemment maintenant, d'accord? Il y a toujours un normalement, il y a un message derrière, il y a une sagesse quelque part derrière notre anxiété ou derrière nos émotions. Donc allez chercher ce que ça vient vous dire. Est-ce que finalement vous étiez d'accord avec ça ou pas? Qu'est-ce que ça peut être? Et ensuite, soufflez, relâchez, faites les techniques qui marchent pour vous détendre, d'accord? Et j'ai mis aussi en routine, parce que ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, au plus vous intégrez une routine tous les jours sur votre système nerveux, au plus vous allez réussir à vous détendre, surtout, comme Farah, du coup, qui nous mettait des messages à propos de ça, surtout quand vous êtes souvent en système nerveux sympathique, vous sentez que vous êtes beaucoup stressé et que c'est pas juste un déclencheur de temps en temps, mais que en temps normal, vous êtes plutôt sur le qui-vive, plutôt stressé, etc. Du coup, de rajouter des routines, c'est dur à installer, c'est normal, c'est la résistance mentale. Il faut forcer un petit peu pour pouvoir l'installer et pour réguler et réapprendre à notre cerveau à nous sentir en sécurité. D'accord ? Le traumatisme, alors comme je vous disais tout à l'heure, le traumatisme, c'est pas forcément d'avoir vécu quelque chose d'extrêmement traumatisant, d'accord ? D'extrêmement traumatisant dans le sens un viol, une agression physique, perdre sa maison dans un incendie ou des choses comme ça, d'accord, ou des deuils évidemment. Mais en fait, c'est tout ce qu'on a vécu qui va impacter notre développement, d'accord. Et ça, c'est notamment le cas. Il faut un peu de discipline. Ouais, il faut beaucoup de discipline des fois, c'est dur. C'est pour ça que souvent ça marche en va-et-vient. On va un petit peu réussir à mettre et puis un petit peu lâcher, et puis à se remettre un petit peu, mais un peu plus longtemps, puis relâcher et se refaire confiance et petit à petit y arriver. D'accord ? Donc, le traumatisme, c'est tout ce qu'on a vécu qui a impacté notre cerveau et qui a dit, ben voilà, par exemple, si j'ai parlé devant ma classe quand j'étais enfant et que tout le monde s'est moqué de moi quand j'ai récité ma poésie, eh ben, il se peut que je sois traumatisée par cet événement, même si en soi, il n'était pas très grave. Mais pour moi, à ce moment-là, ben, j'ai beaucoup souffert, je me suis sentie seule, j'ai peut-être eu honte, il s'est passé des choses comme ça. Et ça va être difficile pour moi après parce que je vais avoir un trigger, je vais avoir un souvenir de cet événement qui va faire que quand je vais revenir dans une situation qui ressemble à ça, ben, je vais avoir cette énorme vague d'émotions, cette énorme vague de stress qui me dit il faut se protéger, c'est une situation dangereuse. Et donc, par exemple, si je suis devant mes collègues en train de faire une présentation, ben, tout d'un coup, je vais avoir ce trigger qui va me dire oh là là, mais ça nous rappelle quand on a fait notre poésie et qu'on était vraiment mal, parce que tout le monde s'était moqué de nous. Et peut-être que là, du coup, je vais me dissocier et je vais plus savoir répondre, je vais rester sidérée et je n'oserais pas faire ma présentation. Peut-être que je vais la faire à toute vitesse parce que je vais être super stressée, peut-être que je vais éviter d'y aller. Peut-être que je vais physiquement être malade et vomir avant d'y aller tellement ça va me stresser, d'accord? Et éviter d'une manière ou d'une autre d'arriver à faire ça parce que j'ai appris que c'était dangereux. Mais si du coup, quand on est enfant, on apprend que ce qui est dangereux, c'est parce que d'être nous-mêmes, par exemple parce qu'on a appris qu'on n'était pas assez bien, qu'on n'était pas assez sage, qu'on n'était pas à la hauteur de ce que nos parents les espéraient, qu'on n'était pas aimé inconditionnellement, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec nous, qu'on était critiqué sur qui on était vraiment quand on réussissait pas quelque chose, quand on avait des parents violents, inconstants, violents même verbalement, ou toutes sortes d'événements qui ont pu nous traumatiser d'une manière ou d'une autre, des copains pas gentils à l'école, ou toutes sortes de choses. Tout ça, ça peut nous générer des triggers et faire qu'il y a plein de petits événements, plein de petits signes, des fois des choses qu'on ne comprend pas, on a l'impression qu'il ne se passe rien, en fait c'est une petite sensation quand on a vu le regard de quelqu'un ou des choses comme ça, qui vont nous rappeler un moment qui était difficile pour nous, un moment qui était violent pour nous, un moment qui était du coup dangereux et dans lequel notre système nerveux a appris à se protéger. Et donc ce qu'on va faire, c'est que quand on va avoir à nouveau un trigger, à nouveau quelque chose qui nous rappelle ça, on va du coup déclencher notre réponse de protection jusqu'ici. Et c'est ça qui va nous donner les pensées qu'on a d'habitude ou les comportements qu'on a d'habitude quand on n'est pas bien et qui vont générer notamment l'anxiété, la dépression, etc. D'accord ? C'est pour ça que c'est intéressant de regarder, maintenant que vous avez pu sentir comment vous étiez quand vous étiez tendu, comment vous étiez quand vous étiez détendu, et que vous connaissez un petit peu mieux ça avec ce webinaire, vous pouvez regarder maintenant à quel moment de la journée je me sens comme ça. Est-ce que je vais bien? Et si quelqu'un me dit cette chose-là, ça c'est un trigger. Peut-être que quelqu'un un jour me critique mon travail, peut-être que quelqu'un me dit que je suis bête, peut-être que quelqu'un me dit que je suis moche, peut-être que quelqu'un me dit quelque chose qui devrait aller, mais qui me rappelle un mauvais souvenir, d'accord? Et tout d'un coup, je suis déclenchée, tout d'un coup, je suis énervée, tout d'un coup, je sens que j'ai cette vague de stress. En général, ça va être quelque chose qui va nous faire nous sentir coupables ou nous sentir honteux. C'est que ça revient à un traumatisme la plupart du temps, d'accord? Quelque chose qui va faire qu'on va tout de suite s'énerver, d'accord? Ça, c'est un trigger. Le connaître et travailler dessus, ça permet de faire la différence. Est-ce qu'aujourd'hui, là, je suis dans ce trigger parce que je suis vraiment en danger?
Ou est-ce qu'en réalité, je suis en sécurité aujourd'hui et que le danger que je perçois là, c'est le souvenir d'un ancien danger et que j'ai besoin d'apprendre à mon corps à aller mieux et à se sentir en sécurité. Et en fait, travailler sur son système nerveux, ça nous permet exactement ça. Quand, alors que j'ai un trigger, je suis en train de faire une technique de relaxation, que je suis en train de m'occuper de mon système nerveux, je suis en train d'apprendre à mon amygdale, à la zone de mon cerveau qui a enregistré le danger, qui est en train de lancer cette réponse-là, je suis en train de lui dire, en fait, ça va, maintenant c'est terminé. Maintenant, c'est plus la peine de lancer ça. J'en ai plus besoin. Ça ne me protège plus. Maintenant, je suis en sécurité dans cette situation. D'accord ? Donc, c'est vraiment là-dedans aussi que en fait, le travail du système nerveux, il va jouer sur notre confiance en nous. Parce que le fait de déprogrammer ces choses-là petit à petit, ça va nous permettre de légitimer nos émotions, ça va nous permettre de faire une place à qui on est vraiment et d'aller désactiver tous ces triggers qui vont nous donner des schémas de comportement qui font que ça ne nous plaît pas, on n'est pas fier de ce qu'on fait, on n'est pas content de ce qu'on fait. On va pouvoir récupérer du pouvoir sur notre vie, on va pouvoir récupérer de la légitimité et de l'amour et de la bienveillance pour nous-mêmes, parce qu'on prend ce temps pour nous, parce qu'on est à l'écoute, parce qu'on fait attention à nous, et que la confiance en soi, ça se construit comme ça, en fait, en faisant des petites étapes comme ça, qui vont dans le sens de nous faire du bien, d'écouter nos besoins, de les légitimer et de passer à l'action pour les assouvir, d'accord ? Et soigner la cause. Bien sûr, vous avez compris que vous avez un trigger parce qu'il y avait ça, parce que vous aviez un père critique, parce que vous aviez une mère qui était distante ou qui vous manipulait ou qui faisait des choses comme ça, ou pour des choses plus simples, d'accord, ça peut être des choses qui sont moins impressionnantes que ça, mais qui ont quand même laissé des traces. Vous pouvez ensuite aller soigner la cause et aller chercher du coup s'il y a quelque chose en particulier qui a un trigger et qui fait que c'est difficile. Si vous avez des enfants, souvent les enfants sont des parfaits miroirs de nos triggers et ils vont nous mettre dans des situations qui nous déstabilisent. Ça peut être un bon moyen de savoir où on en est par rapport à ça et de savoir quelles blessures on doit aller réparer. D'accord ? Et là, du coup, ça c'est spécialement aussi du coup, pour Farah, ça va être votre soirée, désolée. Mais bien sûr, c'est valable pour vous tous, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je vous ai donné plein de choses, plein d'idées. Et en fait, en réalité, il y en a encore plus que ça, d'accord, qui sont possibles. On pourrait vraiment parler pendant des jours et des jours, on pourrait faire des semaines de séminaires à propos de ça, tellement c'est intéressant. Mais il y a beaucoup d'idées, beaucoup de choses que vous pouvez changer pour améliorer ça. Je veux que ça vous donne l'idée de vous dire, en fait, même si peut-être j'ai pas l'argent de faire une thérapie, ou j'ai pas envie, ou j'ai pas le temps, ou peut-être que je peux pas faire toutes ces choses-là, ce que je peux faire, c'est déjà ça, en fait. Je peux déjà moi-même travailler sur ces choses-là et commencer à aller mieux et commencer à faire attention à moi, d'accord ? Je veux que ce soit ça le but de ce qu'on a fait aujourd'hui et surtout pas que ce soit une liste de choses à faire qui vous semble insurmontable et qui fait que vous vous sentez en échec parce que du coup, vous n'avez pas pu tout mettre en place ou que vous avez fait tout faux jusqu'ici, d'accord ? Là, je vous pointe toutes ces choses-là, à vous de voir ce qui a un impact sur vous. Peut-être que vous buvez du café et que ça vous fait rien et que quand vous arrêtez ou quand vous n'arrêtez pas, ça vous fait pas grand effet. Peut-être que vous êtes très sensible au café et que juste changer ça, ça va tout changer au niveau de votre anxiété, d'accord ? C'est vraiment à vous d'aller tester, d'aller vous écouter, d'aller faire un peu le bilan avec tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, puis de voir ce qui était juste pour vous et ce que vous pouvez mettre en place. Et je vous l'ai dit, il y aura de la résistance mentale, c'est difficile de faire des choses comme ça. Pardon. Laura, je suis désolée, il faut que j'y aille, je regarderai le replay. Oui, le replay, du coup, il sera accessible 48 heures, je mettrai le lien sur Instagram. Merci énormément pour ce super webinaire. Comme toujours, je suis passionnée par votre travail. Oh, merci, c'est gentil. Bonne soirée, du coup, à bientôt. Donc, vous allez avoir de la résistance mentale, vous allez avoir envie de ne pas le faire. Et au plus vous allez essayer de mettre beaucoup de choses en place en même temps, au plus vous allez générer de la résistance mentale, comme le 1er janvier. D'accord ? Donc, n'essayez pas de faire ça, c'est peine perdue. D'accord ? Notre cerveau, il n'est pas fait pour prendre des grandes résolutions. Notre cerveau, il est fait pour faire des petits pas et se sentir en sécurité petit à petit. D'accord ? Donc, ce qu'on veut, c'est prendre, par exemple, une petite promesse par jour. Par exemple, boire un peu plus d'eau. Par exemple, s'acheter du kéfir et boire un verre de kéfir de lait tous les jours, ou changer de petit déjeuner. Et pas changer tous les jours et rajouter des choses tous les jours, mais déjà installer cette nouvelle habitude-là et se tenir cette promesse-là, ou aller se coucher 30 minutes avant, d'accord ? Des petites choses. Et petit à petit, ensuite, une fois qu'on a bien installé ça, que cette petite promesse, on l'a tenue, par exemple, 3 semaines, 1 mois, on peut éventuellement voir si on a besoin de faire autre chose et aller chercher une autre petite promesse à se tenir et y aller tranquillement, comme ça, d'accord ? C'est comme ça qu'on construit de nouvelles habitudes, petit à petit, en mettant notre cerveau en sécurité et en lui montrant par l'exemple, oui, tu as envie de résister, mais regarde, on va y aller. Et quand on y est, en fait, on est en sécurité. Ça va, tu peux y aller, tu peux intégrer ça. Et là, quand on fait ça, on va littéralement recréer des chemins dans notre cerveau pour aller vers les comportements dont on a envie. D'accord ?
Et ensuite, j'ai mis conscience et bienveillance avant tout parce que la clé de tout ça, Laura, elle nous dit « Je réussis à faire ma routine EFT tous les matins ». Super, très bien, c'est cool. Je peux être fière de toi. Donc, conscience et bienveillance avant tout, ça veut dire que tout ça, ça doit vous aider, pas à vous juger, pas à vous dire que vous faites tout mal ou que vous n'y arriverez jamais, mais à juste être conscient de ça. Ah tiens, je me sens pas bien, mais en fait, peut-être que là, j'avais un trigger, je suis en train de me dire ça, peut-être que je devrais travailler là-dessus. Ou peut-être que là, je me sens pas bien et que je suis super énervée, mais en fait, c'est parce que, je l'ai pas dit non plus, mais il y a l'impact pour les femmes du cycle hormonal qui est énorme aussi là-dessus, qu'il faut prendre en compte, d'accord? Il faut pas le prendre en compte en vous disant, les femmes, elles sont trop chiantes quand elles vont avoir leurs règles, et elles nous saoulent, et il ne faut pas faire attention à ce qu'elles disent à ce moment-là, mais parce que peut-être que du coup, c'est une période où on est plus sensible, où on a besoin de plus se reposer, de plus s'écouter, de moins se mettre de challenge, de renoncer à faire des choses, de se faire plaisir avec d'autres choses, et de dire, bah, je sais qu'il y a mon cycle qui fait ça, qu'à la fin du cycle, ben, je suis plus irritable, je suis plus sensible, c'est plus difficile pour moi, et ben, parce que j'ai conscience de ça, je vais pouvoir mettre des choses en place pour m'accompagner autour de ça, et pour que ça se passe bien, et arrêter de prétendre que ben, c'est bon, on peut toujours être d'humeur égale tous les jours. C'est pas comme ça qu'on fonctionne, on est des humains, on est fait d'alternance et de rythme et de flexibilité. C'est comme ça qu'on peut être en bonne santé. Accepter ces rythmes-là, et comme je vous disais, accepter aussi que des fois, on arrive à tenir une promesse, puis on n'y arrive plus. C'est pas grave, on reprend, et on réessaye, et on tient un petit peu plus longtemps, et puis on n'y arrive plus, et puis tout d'un coup, il se passe quelque chose qui rend les choses difficiles, tout d'un coup, il y a une porte ouverte à réussir un peu plus longtemps, d'accord? C'est normal, on est des humains, d'accord? Donc tout va bien même si vous faites des choses comme ça, ok? Donc restez bienveillant envers vous-même, ne vous en demandez pas trop, ne mettez pas des objectifs inatteignables, ça n'a aucun intérêt, d'accord? Allez-y tranquillement, écoutez-vous, essayez de faire ce qui est le plus facile pour vous d'abord, et de faire le reste après, d'accord? Et essayez de faire des plus petites tâches, si c'est dur de se coucher à 22h, couchez-vous un tout petit peu plus tôt que d'habitude, peut-être 5 minutes plus tôt, et puis plus tard peut-être 10 minutes plus tôt, pas en vous disant que l'objectif c'est ensuite de faire une demi-heure, 2 heures plus tôt, mais juste de dire, voyons si j'y arrive à faire déjà 5 minutes plus tôt, 10 minutes plus tôt, qu'est-ce que ça donne? Et petit à petit j'essaye, d'accord? Une course de fond plus qu'un sprint, dit Julien, oui, c'est ça, d'accord? Allez-y tranquillement, écoutez-vous, faites-vous confiance et essayez d'utiliser ça comme des outils pour analyser un petit peu ce qui se passe. Quand vous développez votre conscience à propos de tout ça, c'est pas pour vous juger, ça vous permet en fait d'ouvrir un espace où vous avez le choix. Où au lieu de répéter quelque chose sans savoir pourquoi vous faites ça, et sans savoir pourquoi vous subissez ces comportements, ces pensées, etc., à la place de ça, vous pouvez vraiment vous dire « Ok, en fait, je vais regarder un petit peu ça avec de la conscience. » Et là-dedans, puisque je me rends compte de ça, notamment pour la résistance mentale, je me rends compte que là, c'est de la résistance mentale, bon, ben, je vais pouvoir choisir de faire autre chose. Je vais pouvoir choisir de m'adapter à ça. Je vais pouvoir choisir d'y aller quand même si c'est dur. D'accord ? Voilà, c'est fini pour aujourd'hui du coup. J'espère que ça vous a apporté des choses, que ça vous a aidé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Vous pouvez me dire du coup ce que vous en avez pensé, de quoi vous avez besoin. S'il y a des choses qui n'étaient pas claires et que vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci, 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 avec plaisir. Avec plaisir. Je vois bien. Là, ça fait mal de l'autre côté. Ça fait mal de l'autre côté. Comment? Ah oui, j'ai coupé mon micro en même temps que l'autre. Donc, je disais oui, le replay, du coup, merci beaucoup. J'ai hâte de voir le replay car j'ai loupé le début. Je vais le mettre juste après, je pense, dans la foulée, du coup. Il sera accessible sur mon compte Instagram. Là, vous l'avez écrit. Mon compte Instagram, du coup. Je vais mettre un lien dans la bio, comme ça, vous pourrez accéder et vous pourrez le revoir pendant 48 heures. D'accord ? Ok. Est-ce que, du coup, c'est bon? Pas de questions? C'était clair? Est-ce que vous pouvez le partager? Oui, oui, vous pouvez le partager. Je pense pour l'instant, j'ai prévu de le laisser accessible que 48 heures, mais peut-être que on verra si c'est utile de le laisser plus, peut-être que je le ferai, mais je ne suis pas sûre. Mais par contre, vous pouvez le partager à qui vous voulez, bien sûr. N'hésitez pas, envoyez-le. Le but, c'est que ça serve à tout le monde, d'accord? Il n'y a pas de problème.
Ça permet de te faire connaître, car je parle tout le temps de toi. Merci. Ben oui, d'accord, n'hésitez pas. Très clair, merci beaucoup pour ce partage. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, Farah. À bientôt. D'accord, super, merci beaucoup. Avec plaisir, tout le monde, vraiment. Merci d'avoir participé, merci d'avoir fait l'expérience aussi. Merci, c'était top comme d'hab. Merci, c'est gentil. Merci, avec plaisir. Bonne soirée à tous. Oui, bonne soirée. Top comme toujours, merci de partager tes connaissances et pour ta bienveillance. Bon, bah, il y a du taf. Ouais, mais petit à petit, d'accord? Tranquille. Bonne soirée à tous, bonsoir à tous. À demain matin. Oui, à demain matin. Ok. Bon, bah, du coup, je vais couper si c'est bon pour tout le monde. Et je vais essayer de poster les replays juste après sur Instagram pour ceux qui en ont besoin, d'accord? N'hésitez pas, si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez toujours me contacter. Si vous y repensez, que vous voulez me poser une question, c'est toujours possible aussi. Bonne soirée! Avec plaisir, vraiment. Bonne soirée à tous.